Moi, ce que j'ai trouvé dommageable dans ça, c'est qu'il y a quand même un homme qui est mort. Un pédiatre dont le métier, c'était de sauver des enfants qui étaient potentiellement victimes d'abus de la part d'adultes. C'est grave. Puis, pour un reportage où on lui attribuait des torts qu'il n'avait pas. Euh, donc, je ne ferai pas tout le débat sur le reportage, mais c'est la réception du livre sur quoi je vais insister ici. Je pensais, moi, que Radio-Canada, comme société d'État, redevable à tout le monde, aurait dû faire le travail que j'ai fait quand ce médecin-là s'est suicidé. Ils avaient tout en main pour faire le travail que j'ai fait. Ils auraient dû le faire. Dire, écoutez, je pense qu'il y a une bavure, là. Je pense qu'on va faire un audit, puis on va regarder où on a merdé, entre guillemets, pour plus que ça recommence. Hein? Le but, c'est pas de dire de sanctionner serment puis de flageller la journaliste. C'est dire, un petit peu comme les compagnies d'aviation. OK, l'avion s'est écrasé, ou les médecins dans les salles d'opération, ah, il y a eu une erreur médicale, on va faire l'enquête pour plus que ça se reproduise. Mais là, dans ce cas-ci, ils ont fermé le cocon, puis je sais qu'ils sont intervenus auprès d'autres médias pour pas qu'ils en parlent aussi. Je trouve que ça manque de responsabilité de la part d'une société d'État. Alors, bienvenue à un autre épisode du podcast Masqué. Votre animateur, l'humoriste masqué. Alors, je salue tous les gens qui essayent de deviner ma véritable identité. C'est vraiment amusant de lire vos suggestions et il y en a qui chauffent, il y en a qui sont plus loin, mais l'important, c'est de jouer. Alors, cet épisode, je reçois Marc-François Bernier. Marc-François, personnalité importante, entre autres sur Twitter, mais dans le monde journalistique québécois parce que c'est un journaliste, mais c'est aussi quelqu'un qui a enseigné le journalisme, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur ce sujet, le journalisme, et on va parler avec lui de la situation actuelle du journalisme. Bon podcast. Alors, Marc-François, on voit à l'écran, voilà, je le dis parce qu'on s'est dit on allait faire ça. Alors, on voit à l'écran deux de tes livres, Le cinquième pouvoir et La cible. Ce sont, je pense, les deux derniers que tu as écrits. Tu as écrit une biographie de Jean-Pierre Ferland il n'y a pas longtemps. Exactement. Dans l'ordre, c'est quoi, là, sans me tromper? Écoute, la bio de Jean-Pierre, c'est en 2012, Folia l'insolence en 2015, le cinquième pouvoir que j'ai dirigé de mémoire 2018, et puis la cible 2023. Voilà. Alors, tu as écrit beaucoup sur les médias, sur le journalisme, et veux pas les médias, puis tu commandes sur Twitter constamment, même si tu es aujourd'hui à la retraite, mais tu n'es pas vraiment à la retraite sur Twitter parce que ton opinion revient souvent. Des fois, j'ai l'impression que ça fait œuvre utile, là, je te suis, puis il n'y a pas beaucoup de Marc-François Bernier au Québec. Ça se peut-tu? Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Puis, fait longtemps que je déplore ça. Il n'y a pas d'industrie de ce qu'on appelle aux États-Unis de media critics. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont parler des médias, mais dans une approche plus promotionnelle, vont parler de ce qu'il y a à la télévision, ci ou ça, ou d'autopromotion, vont vanter leur journal pour avoir des gens qui payent le journal. Et c'est correct, hein, il faut ça. Mais contrairement aux États-Unis, contrairement à la France, au Royaume-Uni, puis d'autres grandes sociétés, on n'a pas j'appelle ça l'industrie de la critique des médias, d'une part. En fait, j'aurais tendance à te demander tout de suite, quel est ton milieu, c'est quoi ton milieu mettons, quand tu dis en France, je trouve ça intéressant parce que je les connais pas, moi. Qui en France qui est bon pour ou qu'il faut suivre pour voir comment critiquer, mettons, les médias français? Parce que de l'extérieur au Québec, on s'intéresse un peu, mettons, à ce qui se passe en France. Là, on est-tu équipé à savoir qu'est-ce qu'on lit, quel journal, c'est quoi l'inclinaison d'un journal? Des fois, ça peut être long de creuser à savoir, je suis en train de lire un journal qui pousse un agenda ou un autre. Il y a, depuis plusieurs années, il y a une émission, maintenant c'était à la télévision autrefois, ça a été censuré, c'est devenu sur Internet, ça s'appelle Arrêt sur image, c'est Daniel Schneiderman qui fait ça. Donc, il fait des enquêtes, une sorte de contre-enquête sur le monde médiatique. Il regarde les médias, étant lui-même un journaliste, il regarde les médias de façon critique.
Lui, plus à gauche, il y a longtemps eu Acrimed. Acrimed, ça existe encore, mais je pense que ça a perdu un peu de sa notoriété, de son importance, mais il y avait quand même une école, puis l'école du monde diplomatique, que j'appelle aussi le monde diplomatique, critique beaucoup les médias. C'est une école de gauche aussi. À droite, il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire du journalisme, de déontologie du journalisme. Il essaie d'être un genre de conseil de presse, mais c'est très à droite, là, c'est plus à droite. Donc, il y a quand même un petit Il y a au éventail. moins un Oui, observatoire oui, gauche-droite. oui, alors qu'aux États-Unis, il y a FAIR depuis longtemps, le Columbia Journalism Review, Oui. qui est très, très, très bon, qui fait des reportages positifs et critiques aussi sur les médias, ce qui devrait être fait. Et puis, bon, aussi, il y a beaucoup de productions intellectuelles, beaucoup de professeurs d'université, puis de journalistes qui écrivent sur leur métier aussi en France, aux États-Unis, en Angleterre. Bon, je parle pas allemand, mais j'imagine que c'est la même chose en Allemagne aussi, pour prendre les grandes sociétés qui nous ressemblent, là. J'ai l'impression, pour rester dans le sujet, j'essaie d'être précis parce que je prends en considération les commentaires des auditeurs suite au podcast avec Normand Baillargeon, que je pose des questions qui durent 45 minutes. Fait que je vais essayer de préciser ma pensée pour donner un meilleur rythme au podcast. Tu sais, le but, c'est de s'améliorer, hein? C'est pas... Les gens ne savent pas je suis qui, mais j'avais jamais fait ça, des interviews. En tout cas, pour rester dans le sujet très Ouais. intéressant de la critique des journaux. Parce que c'est un sujet qui est large, mais qui alimente, je te dirais, 80% des chicanes en ce moment. C'est tout le temps ce qu'il y a derrière, c'est quelles sont les intentions derrière les journaux, parce que les journaux ne sont pas tout le temps enclins à admettre des intentions. Mhm. Aux États-Unis, on vient de vivre les élections américaines. Ce qui semble avoir été la meilleure critique des journaux, c'est un podcast, puis c'est le podcast de Joe Rogan, qui semble avoir été le point central de la critique de ce qui se passait dans les médias traditionnels. Fait que là, c'est un nouveau focus. Tu sais, là, c'est un observatoire qui a été fait par un humoriste, quelqu'un de mon métier, qui là qui semble avoir porté un regard sur le monde journalistique qui crée énormément d'adhérence, là, parce que ils ont été capables de montrer les erreurs, un Ouais. peu, tu sais, les erreurs qui ont été faites dans les médias ou les menteries, puis tout ça, tu sais, les falsifications d'informations que CNN a faites récemment. Fait que c'est un nouveau contre-pouvoir, cette histoire-là. Oui, ben ça s'inscrit dans ce que j'appelle le cinquième pouvoir, là. Autrefois, c'était les médias, les journalistes qui avaient le monopole d'abord de nous informer et de nous dire ce qu'ils étaient, de se prononcer sur eux-mêmes. Donc, c'est sûr que c'était très complaisant. De temps en temps, ils attaquaient un concurrent, mais c'est rare qu'il y avait une autocritique. Quoi qu'il faut donner, faut reconnaître à César ce qui appartient à César, dans la tradition anglo-saxonne, aux États-Unis surtout, mais on le veut ailleurs. Les médias qui font des grosses bavures, qui font des conneries, là, ben, souvent, ils vont l'avouer, puis ils vont l'écrire dans leur propre journal. Ils vont faire une sorte d'enquête interne, un audit, comme on dit, là, puis ils vont publier les résultats. Ici, là, je me souviens pas d'avoir vu ça au Québec. Il y a cette pudeur, puis c'est peut-être un corporatisme. Il y a une proximité aussi ici physique. Hein, ils sont tous autour de Montréal, des fois ils sont tous dans le même quartier. Il y a une proximité idéologique. Il y a des croisements. Il y a des gens qui sont dans un média et qui travaillent aussi pour un autre. Donc, c'est difficile pour ces gens-là d'avoir un recueil critique, de pouvoir critiquer publiquement. Parce qu'en privé, ils critiquent les médias. Moi, j'ai été journaliste longtemps, puis quand il y avait des parties ou même des salles de rédaction, une des thématiques qui revenait le plus souvent, c'était la critique du travail des autres. Donc, ça se faisait en privé. En public, au Québec, c'est très difficile à faire ça. C'est pour ça que des gens comme moi et d'autres, là, qui sont pas dans la machine, qui sont à l'abri des pressions des médias, qui n'ont pas peur de perdre une job ou qui n'ont pas Oui. peur de ne pas être animateur là, ou de ne plus être invité à collaborer à des émissions régulières dans d'autres médias. Ben, on a l'autonomie, la liberté de le faire de façon plus... Ben, c'est plus grand. C'est important, cette Faut toujours. indépendance-là. C'est ça. Moi, en tant qu'humoriste, ben, tu fais un gag, tu veux pas te tromper, tu veux pas utiliser des mauvaises informations parce que ce serait. Même si le gag est bon, le gag est annulé parce qu'il passe sur une mauvaise prémisse.
Mais le public valide, puis ça devient une œuvre. Puis après ça, les humoristes calculent. Je pense que tous les êtres humains, c'est ça l'autocensure. C'est il y a des humoristes qui calculent, est-ce que je vais perdre des amis si je fais cette gag-là? Est-ce que je vais perdre des contrats? Les journalistes québécois font le même calcul. Qu'est-ce qu'un journaliste québécois qui ose être plus rigoureux sur un sujet ou de parler, mettons, d'un sujet, pour ne pas le nommer, mettons, on pourrait dire la COVID, là. Quand il y a eu le moment de la COVID, je pense que tous les journalistes, il y a eu quelques semaines, mois, puis après ça, ça s'est stabilisé, puis tout le monde avait fait son camp, avait fait le calcul, je vais perdre probablement ma job, des amis, puis des contrats, puis je vais me faire expulser de mon journal si je persiste à traiter de ce sujet-là. Point final. Oui. Est-ce que tu as senti ça pendant la COVID précisément? Je pense que c'est le meilleur exemple là, où justement tout le monde est obligé de prendre position et les gens sur Internet prenaient position. Puis là, j'ai senti que les enjeux, le coût était élevé. Oui, c'est des sujets qui sont polarisants. D'abord, la première chose, les journalistes, c'est pas des scientifiques. Alors souvent, ils se basent sur l'opinion des autres, des experts. Donc, il faut qu'ils choisissent leurs experts aussi. Et puis, il faut qu'ils soient critiques envers les experts qu'ils invitent à commenter puis à nous informer, parce que c'est vrai que dans un premier temps, partout sur la planète, là, la COVID, ça a fait paniquer. En France, ils ont fermé les rues beaucoup plus qu'au Québec. Là, puis, dans d'autres pays aussi, il y a des pays qui ont été plus relax, entre guillemets, et après ça, on pourra comparer les taux de mortalité aussi par 100 personnes, par 1000 personnes. Mais c'est vrai que ça a été un événement qui permet de mesurer certaines choses, certaines libertés, le spectre de tolérance aux opinions, aux idées qui sont pas peut-être j'allais dire dans la rectitude, mais il faut faire attention, mais qui sont pas dans le mainstream en bon français. Et puis, on a vu au début, par exemple, un gars comme Raoult, il y a eu une certaine réception positive dans certains. On s'est rendu compte assez rapidement que c'est un fraudeur, c'est un charlatan. Et puis, donc, les journalistes, ils n'ont pas souvent des outils scientifiques. Donc, eux autres aussi sont pognés un peu avec ça. Ils étaient à la merci de sources d'informations qui se trompaient aussi, parce que tout le monde se trompait à l'époque. À peu près tout le monde se trompait. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'autocensure, puis vous parlez des humoristes. Le métier de l'humoriste, c'est pas de nous informer. Non. Puis il commence pas à dire, moi j'ai un code de déontologie qui me dit que je dois dire la vérité, puis que ce que je raconte, ça doit être d'intérêt public, ça doit être vrai, ça doit être vérifié. Moi je pense que les humoristes, comme les créateurs, ont beaucoup de liberté. Quand on est journaliste, on a accepté a priori de restreindre notre liberté. De s'auto-censurer dans le sens que ce que je vais raconter, je vais avoir fait tout ce qui est raisonnable pour m'assurer que c'est vrai. Que c'est pas juste vraisemblable, vrai. Donc on n'est pas dans le même métier. Et puis, ça fait partie, quand je parle de l'autocensure, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est une forme d'inhibition dans le métier. Puis je dis, c'est une bonne chose qu'il y ait un peu d'inhibition dans le métier. Parfois, il faut refroidir les salles de presse parce qu'elles s'emballent. Elles commencent à dire à peu près n'importe quoi. Et ça prend du temps avant de pouvoir rectifier, de corriger les erreurs qui ont été propagées dans un premier temps. Est-ce que dans une salle de presse, écoute, tu soulèves tellement d'affaires tu sais, je veux pas partir sur un autre monologue de 45 minutes, mais c'est parce que ça va me chercher. Quand la COVID a commencé, une des premières conférences de presse, la journaliste de je sais plus si c'est la presse qui a je sais plus. Une des premières questions, c'était Monsieur le Premier ministre, est-ce que les campings vont rester ouverts cet été? Puis dans le top 10 000 des questions importantes sur la COVID, le 19 mars ou le 13 mars qu'on fermait, tu sais, dans le top 10 000, c'était même pas encore proche d'être une des questions que je me serais posée si les campings allaient être ouverts en juillet. Clairement, la journaliste, la fois que je me rappelle, c'est une femme, je me dis, bon, ben elle vient d'avoir peur pour ses vacances. Puis, je trouvais que c'était, tu dis, tu as accès au premier ministre, puis au nom de tous les Québécois.
la première question que tu te demandes si les campings vont être ouverts cet été. Puis là, je me suis dit, ah, OK, il n'y a pas. En tout cas, j'avais trouvé ça drôle, mais inquiétant en même temps de voir le peu de sérieux à ce Ouais. moment-là. Puis c'était un indice de panique. Pour moi, c'est un indice de panique quand tu perds le sens de. Puis tu penses juste à je vais-tu aller en camping numéro 14 Ouais. sur le bord du lac Bouteille. C'est intéressant parce que j'en ai fait des scrums avec des élus, des premiers ministres, tout ça. Puis parfois, on se sent obligé de poser une question. Puis on n'a pas de bonne question à poser. Puis ça arrive. Ça arrive. Des fois, on veut juste déstabiliser parce que. Oh, tu penses qu'il y avait une intérêt malicieux? Mais parfois, comme si on avait besoin d'être non, mais parfois, je dis pas dans ce cas-là, mais parfois, il y a toutes sortes de. Il y a des individus particuliers dans le métier. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, comme d'autres, maintenant, vous écoutez les questions des conférences de presse, des points de C'était la presse. première fois, je pense, Autrefois, on assistait à des conférences de presse. C'était très renseignant. Tout à fait, ça donne. Et des fois, on dit, ben voyons, il a répondu à cette question-là. Voyons, il insiste encore, il a répondu. Tu as une chance de poser une question, pourquoi tu gaspilles tes munitions comme ça? Parfois, comme citoyen, on est un peu perplexe. Puis je comprends que des gens, quand ils évaluent les journaux, les médias, puis les journalistes à cette heure, ils vont pas juste regarder ce qui a été diffusé, ils regardent aussi un petit peu ce qu'il y avait dans la cuisine. Puis là, des fois, ils ont accès à la cuisine parce qu'ils voient comment les questions sont posées. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de scrum en direct maintenant. Trudeau en a fait un récemment quand il a annoncé qu'il ne se représentait pas. Puis, il y en a régulièrement. Là, les campagnes électorales s'en viennent, il va en avoir. Et j'invite les gens, quand c'est possible, le son n'est pas toujours très bon, mais à écouter les questions parce que ça révèle parfois un peu un petit peu l'état de non-préparation des journalistes. Je vais donner un exemple. Souvent, les gens se moquent de Poilièvre qui, il y a plusieurs mois, répondait à une question d'un journaliste en mâchant une pomme Ouais. dans un verger. Ah, Et puis, c'est un succès sur Internet. c'était très intéressant parce que le journaliste posait des questions absolument sans connaître les réponses, sans s'être bien préparé. Puis Poilievre a montré à tout le monde que le journaliste n'était pas préparé. Puis il y a des gens qui ont critiqué Poilievre alors que moi, de mon point de vue, il faut critiquer le journaliste. Il y a un accès privilégié à cette personne-là. S'il y a des choses importantes, des questions pertinentes à lui poser, c'est le temps de le faire. Et là, il posait toutes sortes de questions. Des gens disent, Poilievre demande, qui dit ça? Et là, je sais, ben des gens. Donc, ça montre le niveau de préparation à peu près zéro, où on essaie de mettre en boîte Ouais. quelqu'un qui est beaucoup plus performant puis compétent que toi-même. Donc, les journalistes aussi doivent apprendre à être plus pertinents dans leurs questions parce que les gens face à qui ils sont maintenant sont super bien, j'allais dire super bien dressés, mais super bien formés pour faire face aux médias et aux journalistes. Je pense que les gens, en humour, en tout cas dans les salles d'humour, les gens ont une meilleure oreille humoristique qu'il y a 30 ans. Tu peux pas raconter n'importe quelle joke mal écrite. Les gens savourent maintenant l'écriture humoristique, sont plus habiles à voir. Ils veulent pas voir la mécanique, puis ils veulent voir... on a un très bon public, Mhm. très bien, qui vieillit bien au Québec, tu sais, qui pousse les humoristes à être vraiment meilleur. Tu sais, je le dis sincèrement, on n'a pas juste un bon public au Québec, on a un excellent public. Je pense que les journalistes les gens voient tellement d'affaires, des choses, le derrière de chaque chose. Puis à un moment donné, ils sont capables de comprendre que le derrière du milieu journalistique ne doit pas être bien derrière au niveau de la mécanique humaine que mon métier. Puis là, ils se mettent à faire des parallèles, puis ils réalisent que, puis ils guessent des affaires qui sont assez précises et justes. Il n'y a pas juste ça. D'abord, les gens sont assez perspicaces. C'est Par ça. exemple, si moi, comme journaliste, je commence à écrire une série de reportages sur le monde humoristique, Oui. je connais rien du monde humoristique, je vais faire des entrevues, je vais commencer à produire mon reportage ou mon enquête, ça dépend. Et puis, les humoristes vont dire, voyons donc. Oh, C'est pas de même, c'est pas de même. Parce que les humoristes connaissent leurs coulisses. Les gens en santé, c'est la même chose. Ils voient des journalistes dire des choses sur le milieu de la santé ou de l'éducation, ou universitaire. Moi, j'étais dans les universités. Puis on dit, ouais, ben là, c'est pas tout à fait ça. Là. Puis, quand on peut évaluer la qualité du journalisme à la lumière de choses qu'on connaît. Et quand on se rend compte que sur les sujets dont
dont ils parlent, où on a une certaine expertise, ils sont dans le champ, mais ça contribue à créer le manque de confiance, à attaquer leur crédibilité. Et ça, je pense qu'ils sont pas assez conscients de ça. Ils sont très réfractaires à admettre que ou à se corriger. Bon, ils vont corriger le fait qu'ils m'aient appelé Marc-Antoine Bernier plutôt que Marc-François Bernier. C'est sans conséquence. Ouais. Mais s'ils font une grosse bavure qui porte à conséquence, c'est rare qu'ils se corrigent. Ben, Alors qu'on le voit plus aux États-Unis. Dans l'approche anglo-saxonne, c'est peut-être la question de l'éthique protestante versus l'éthique judéo-chrétienne, là, mais il y a chez les anglo-saxons une meilleure capacité à corriger puis à reconnaître des erreurs et à les corriger. Ce qu'on ne voit pas ben, beaucoup ici. je vais me faire l'avocat du diable sur ce que je vais prendre la balle au bon. La directrice de NPR, qui est le réseau américain, comment tu le décrirais? Ben, c'est le réseau public de radiophonie, le National Public Radio. C'est de la radio essentiellement. C'est, mettons, le pendant américain de Radio-Canada. Oui, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de financement public. C'est beaucoup des gens, des citoyens qui donnent l'argent pour ça. Il y a un tout petit financement public qui n'a rien à voir avec ce que le fédéral donne à Radio-Canada CBC. Là. Donc, NPR, il y a même pas un an et demi, la présidente de NPR disait, tu l'as vu, elle disait en conférence, l'important, ce n'est pas de rapporter la vérité aux gens, c'est de rapporter une vision du monde qu'on considère positive. C'est-à-dire qu'ouvertement, elle disait, ben, jouons avec la réalité parce qu'on n'est plus ici pour rapporter la réalité. Ultimement, on est ici pour changer le monde à notre vision. Ce qui est un discours qu'on entendrait du directeur de la Pravda en URSS pendant le régime communiste. C'est une femme bien intentionnée qui tient un discours totalitaire, parce que moi, j'ai pas le goût que qui que ce soit décide à ma place ce que je dois entendre. Ouais. Donc, puis les gens qui pensent qu'eux autres devraient dire aux gens ce qu'ils devraient entendre, c'est exactement les gens qu'il ne faudrait pas qu'ils décident. Fait que là, elle a perdu son emploi, elle a quitté, elle n'est plus à la tête de NPR, puis ça a été une crise à l'interne parce qu'on se rend compte que ça doit faire 10, 12 ans que cette philosophie à la tête d'un réseau d'information était de jouer avec l'information. Il y a eu ça, puis là, je m'excuse aux auditeurs, là, je fais un 45 minutes, mais ça va être le bloc, là. L'humoriste masqué part sur une chire. Mais le deuxième point, parce qu'on parle du monde anglo-saxon, c'est ce qu'on vient de vivre, là, avec le drame des 250 000 femmes qui se sont faites violer en Angleterre par des gangs pakistanaises et qui, parce que c'était la communauté pakistanaise qui a pris le contrôle de certaines villes, ben les journalistes ont refusé de relayer l'information selon laquelle il y avait des groupes pakistanais qui prenaient des jeunes filles, peut-être des jeunes délinquantes du coin, ou même et qui organisaient des viols collectifs. On parle de 250 000 femmes. Puis 250 000 femmes, des millions de viols, avant d'apprendre ça en 2000, avant que le monde entier, c'est pas vrai qu'on ne l'apprenait pas avant, mais avec le monde entier l'apprenne en 2024-25, et pas discuté par les médias parce que il y a une odeur de mais ça parle de gens qui viennent d'arriver au pays, puis eux autres, tu sais, il y a une... Il faut comprendre. Il y a une c'est ça, il y a une journaliste qui disait, évidemment, c'est une forme de racisme envers ces gens-là, en voulant dire, on les considère inférieurs, ils sont pas capables de se comporter comme des personnes civilisées. On sait bien, ils viennent du Pakistan. Fait que juste ça, c'est raciste envers des criminels. Mais de dire d'occulter le fait qu'il y a une situation, puis le fait de ne pas la rapporter fait en sorte que, ben, je sais pas, ça aurait pu être rapporté après 50 000 viols, mais non, on attend 250 000 femmes qui sont victimes de ça.
est-ce que... J'ai pas cette impression que dans le monde anglo-saxon sont plus... Sont, c'est quand même gros. En tout cas, tu comprends mon point, c'est que ça me surprendrait qu'au Québec, on ait fait cette erreur-là, nous autres. Mais ils ont fait quand même leur mea culpa, la BBC, là-dessus. Les médias ont fait leur mea culpa. J'en ai vu, parce qu'il y en a un, c'est un journaliste lui-même qui a donné des entrevues là-dessus aussi, d'une part. Deuxièmement, c'est vrai que ça fait... Moi, je dirais que faire ça envers cette communauté-là, c'est cacher un phénomène social. D'une sorte de façon, c'est encore du paternalisme, une sorte de colonialisme. Oui, en disant, nous, on les comprend, c'est des gens qui ne sont pas à notre niveau, on ne va pas les ostraciser en plus. C'est ça, ils ne sont pas capables de comprendre qu'il ne faut pas violer des gens. Ouais. D'autre part, je reviens à l'exemple de NPR. Moi, je n'ai pas lu tous les épisodes à ce sujet-là, mais on a eu un peu la même chose avec CBC, plus à CBC qu'à Radio-Canada, un diffuseur public qui a une vision transformatrice de la société. Il n'est plus là pour l'éclairer, il n'est plus là pour l'informer, il n'est plus là pour le divertir, il est là pour le transformer. Et avec Mme Tate qui était à la... Oui, Catherine Tate, qui vient de quitter. Moi, je ne sais pas si la prochaine PDG va être dans cette mouvance-là. Maintenant, peut-être qu'avec les conservateurs qui arrivent éventuellement au pouvoir... Elle ne restera pas en poste longtemps. Ou bien elle va jouer le jeu, parce que c'est souvent ça, quand les conservateurs arrivent, les PDG de Radio-Canada s'ajustent. C'est pas vrai qu'il y a une indépendance parfaite entre le gouvernement et Radio-Canada. Le PDG est nommé par le premier ministre. Il y a des choses à faire. Si on veut améliorer l'autonomie, comment on pourrait l'améliorer, selon toi? Il faudrait, par exemple, que cette personne-là ne soit plus nommée par le premier ministre au bon vouloir du premier ministre, mais se fasse partie d'une recommandation à un comité parlementaire puis qu'il soit approuvé par la Chambre des communes. Mais au Canada, quand il y a un comité parlementaire, il est élu par le premier ministre. Oui, mais le comité parlementaire, l'opposition siège là-dessus aussi. Puis ces débats sont publics. C'est pas un choix qui se fait à huis clos, là. Puis la personne peut venir devant la commission parlementaire et dire, voici ma vision de CBC Radio-Canada. Et il va en avoir 2 ou 3. Donc, je pense que c'est important que ce poste-là de PDG de Radio-Canada CBC ne soit plus au bon vouloir du prince. C'est important. Je ne sais pas si ça change quelque chose dans les faits, mais ça peut changer quelque chose dans les apparences. Et les apparences jouent beaucoup sur la crédibilité et la méfiance. Mais tu es journaliste, tu connais des journalistes. Est-ce que ça éliminerait, mettons... Est-ce que ça éliminerait l'ambiance à Radio-Canada énormément de sentir, d'arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas de lien entre le politique et la direction de Radio-Canada? C'est difficile à savoir parce que il faut comprendre qu'il y a l'organisation de travail, puis après ça, il y a les journalistes dans leur milieu, sur le plancher des vaches, avec une bonne marge d'autonomie puis de liberté. Ouais. Mais certains doivent se douter qu'il y a des frontières à ne pas traverser, à ne pas transgresser, s'ils veulent avoir une certaine ascension dans l'organisation. Bon, c'est difficile à prouver cette chose-là parce qu'il y a des témoignages qui vont dans les deux sens. Moi, j'en ai lu beaucoup dans le passé. Oui, il y a de l'intervention politique à Radio-Canada. Non, il n'y en a pas. Surtout dans le débat fédéraliste-souverainiste. Débat gauche-droite, moins peut-être, mais fédéraliste-souverainiste, au Québec, et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand ils font leur mémoire, souvent, quand ils écrivent leurs livres, les journalistes racontent des choses 30 ans plus tard qu'ils ont vécu. Et là, on dit, ouais, c'est vrai qu'il y a eu l'intervention. Moi, j'en ai entendu des gens me dire qu'il y avait des interventions à Radio-Canada. Mais j'en ai d'autres qui me disent qu'il n'y en a pas. Et j'ai fait une enquête, même, c'est encore plus intéressant, c'est une enquête scientifique. Auprès de à peu près 400 journalistes au Québec, il y avait 130 de Radio-Canada. Puis parmi les questions, il y avait des questions qui relevaient de l'autonomie professionnelle. Et certains disaient qu'ils sentaient qu'il y avait de la pression politique, mais c'était pas très fort. Et c'était les journalistes qui sentaient dans l'organisation qu'ils avaient le plus d'autonomie professionnelle. Plus qu'à GESCA à l'époque. GESCA existait, la presse, les choses. Et encore plus que chez Québécois à l'époque. C'était publié, ça. Tu as fait une enquête. Oui. Et est-ce que tu as l'impression... Parce que ça ne me dit rien. C'est en quelle année? Cette enquête-là, ça date de quand même 2009. 2008-2009, au grand moment où il y avait le débat sur la concentration et la convergence des médias. Donc, oui, on se posait la question. Oui, puis est-ce qu'il y a eu une enquête depuis 2009, on est en 2025, ouais. Est-ce qu'il y a eu une enquête similaire? Parce que il me semble que c'est une enquête qui devrait avoir lieu à chaque année, de savoir poursuivre l'évolution précise du sentiment de liberté des journalistes?
il n'y en a pas eu beaucoup à ma connaissance. Je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose de structuré de cette façon-là. Par exemple, une question, je demandais, il y a un score, il y a un index qui existe en recherche sur un petit peu, on appelle ça le credo journalistique, des choses que les journalistes trouvent importantes à faire. Diffuser de l'information, vérifier, sur ça. Il y a 14 indicateurs. Mais il y en a 6 qui sont importants, puis moi, je les ai comparés avec des enquêtes de 2000, où on demandait juste aux journalistes, selon vous, est-ce que votre média veut faire A, B, C, D? Puis moi, j'ai dit, oui, mais dans une organisation, souvent, un journaliste, il veut faire des choses que son média ne veut pas. Alors, je posais la question, selon vous, est-ce que votre média veut faire ça? Et vous, est-ce que vous voudriez faire ça? Puis là, je comparais le score sur 7, 5 sur 7. Et là, je voyais qu'il y avait des écarts entre ce que le média voulait faire et ce que le journaliste pouvait faire. C'était intéressant parce que ça montrait qu'il y avait plus ou moins l'autonomie d'un média à l'autre aussi. Et ça, c'est le genre d'enquête qui se fait pas beaucoup au Québec. Quand on fait ça, c'est pas très bien vu parce qu'il y a toujours un média qui t'aime pas après, qui t'haït. Puis ils comprennent pas qu'on fait ça dans la même démarche qu'eux peuvent faire une enquête sur le système de santé ou la DPJ ou les bavures policières. Ils se disent qu'ils sont importants, puis c'est vrai, l'information, c'est un bien public, mais on a l'impression qu'ils refusent qu'on aille mettre notre nez dans la cuisine. Alors que on veut que ça marche, on veut qu'il y ait une amélioration, faut qu'on mette notre nez un peu dans leur cuisine, comme eux font dans la cuisine du système de santé, d'éducation. C'est avantageux pour les médias d'avoir un point de vue critique extérieur, sans complaisance, puis sans hostilité non plus. C'est ça le débat. Il ne faut pas être hostile, mais il ne faut pas être complaisant non plus. Je dois le dire, là, pour ceux qui regardent, ça, parce que je suis sur Twitter, là, mais les gens ne savent pas je suis qui. Mais il y a une personne qui s'appelle Isabelle Laporte. Je sais pas. Oui, bon, tu la connais. Bon, Isabelle Laporte, là, je l'adore. C'est une usagée de X. C'est une avocate de formation. Elle ne travaille pas, Isabelle Laporte, dans le milieu des médias. Pas du tout. Je la trouve fascinante à suivre parce que à tous les jours, pratiquement, visiblement, elle lit tous les journaux et elle apporte une critique à 99% juste sur des chroniques, sur des articles, sur les termes que les journalistes utilisent. Elle est tout le temps, elle est excellente. Elle fait un travail de citoyen extraordinaire et je le souligne parce qu'elle le fait bénévolement. C'est extraordinaire qu'un citoyen comme Isabelle Laporte, mais qui a une formation d'avocate, dans ses temps libres, fait un travail de critique des journalistes, mais pas parce qu'elle n'aime pas les journalistes. Pas du tout. Puis au contraire, si on parle de journalistes, c'est pas parce qu'on n'aime pas les médias, c'est parce qu'on adore probablement quelque chose qui s'appelle la vérité, puis on aime ça réfléchir avec des choses qui sont vraies. C'est mon amour de la vérité dépasse de loin mon amour pour tous les médias mis ensemble. Si c'était une grenouille qui me disait la vérité, j'irais à tous les matins à Rivière, jaser avec la grenouille, puis j'écouterais jamais les nouvelles. Mais c'est de voir que mais sauf qu'Isabelle Laporte, moi j'ai vu des journalistes vraiment chiens dire essayer de la diminuer. Là, vraiment, j'ai lu des affaires pas gentilles sur X de la part de journalistes de la presse. J'étais là, voyons, c'est bien chien. Et je me dis, c'est une réaction que je considère immature et mal conçue parce que là, tu penses que parce que tu essayes de préciser t'aides un journaliste à préciser sa pensée. Ouais. Tu es en train de dire que la personne elle a des mauvaises intentions. Il y a comme une sensibilité à la réputation qui ressemble à quelque chose comme l'immaturité cégepienne qui, moi, me fait décrocher puis j'arrête de suivre ces journalistes-là parce que je trouve qu'ils sont immatures. Mais voilà, fin de mon deuxième speech d'une demi-heure. Mais quand même, je voudrais en profiter, rebondir, dire deux choses là-dessus. À partir du moment où on nous dit que l'information, c'est un bien public, donc c'est un bien qui est pour tous, qui appartient à tous, oui. D'autant plus que maintenant, les aides publiques aux médias, même aux médias écrits, sont très importantes. Donc,
Ça, c'est Autre- très Autrefois, important. il y avait juste Radio-Canada, Radio-Canada Télé-Québec, là, mais Ouais. Radio-Canada CBC qui vivait sur notre bras, entre guillemets. Maintenant, tous les médias ont besoin de fonds publics. Bon, Donc, juste prenons ça, là. Juste prenons le temps de bien le alors, dire. Tous les médias reçoivent de fonds publics. Est-ce que tu... bon, de façon est-ce- plus ou moins importante, Non, mais est-ce que tu sens que, tu sais, si c'était marqué dans la porte d'entrée de tous les médias au Québec, où ce serait comme... Ce serait bon de méditer sur qu'à chaque fois que tu rentres au travail, tout ça est payé en grande partie par les gens. Ce sont les gens ce sont pour ces gens-là que vous travaillez. ouais. J'ai l'impression que ça au Québec, là, puis excuse-moi de t'interrompre, mais ça va pour dans mon domaine ceux qui reçoivent des subventions. Ceux qui reçoivent, c'est pas tous les artistes qui reçoivent des subventions, puis c'est pas tous les projets artistiques qui reçoivent des subventions, mais ceux qui reçoivent des subventions ont la responsabilité de se rappeler qu'ils ont reçu une subvention et que cet argent-là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui a travaillé pour. Donc, c'est pour ces gens-là que tu travailles. C'est Ouais. la condition d'une subvention. Mais Alors, donc, les citoyens fournissant de plus en plus d'argent aux médias commerciaux ou privés ou coopératifs, je pense que les journalistes, les médias, il faut qu'il y ait une sorte d'écoute, d'écoute envers les critiques, des critiques de bonne foi. Hein, des critiques qui sont peut-être des fois sévères, mais qui reposent, par exemple, sur les codes de déontologie que les journalistes se sont donnés eux-mêmes. Tu ne peux pas reprocher à un citoyen de dire à un journaliste « Hey, tes propres règles déontologiques te disent de ne pas faire ça. » Quand même, on peut pas inventer des règles de façon arbitraire, ça, j'ai pas de problème, mais on peut pas faire comme s'il n'existait pas quand même, d'une part. Fait que des citoyens qui interviennent de même dans le débat public, le fameux 5e pouvoir, là, c'est très important. Deuxième chose, l'amour de la vérité. En ce moment, je travaille beaucoup sur Albert Camus. Albert Camus, grand journaliste. tu es supposé être à la retraite, je te le rappelle. Oui, mais c'est quelque chose qui... Tu travailles beaucoup. Oui, mais Oui, je travaille. beaucoup. Oh, je travaille. OK, C'est ça. je travaille. Non, mais tu Je fais lis- bien. je lis Non, beaucoup. mais je t'encourage à travailler beaucoup. Je lis Donc, Camus, c'est un beau... Oui, c'est un amoureux de ça. de la lui. vérité, puis La vérité. de deux choses, la vérité et la liberté, mais dans une éthique de la responsabilité. Pas dans une éthique de dire ma liberté me permet de tout Exact. faire sans rendre compte de rien. Et lui, quand même, on ne peut pas dire que c'est pas un beau modèle. Moi, je pense que c'est un modèle Oui. idéal de ce que j'appelle un peu l'idéal journalistique, Albert Camus. Mais lui, partout dans ses textes, la vérité est la prépondérante au point qu'il a perdu sa job. Il a été censuré. Il a fallu qu'il s'exile d'Algérie pour aller travailler à Paris. On ne peut pas demander ça à tout le monde. Mais ça, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. On ne peut pas demander aux gens de quitter leur métier sur un coup de tête parce qu'ils se sont fait dire tu n'écriras pas tel texte aujourd'hui. Mais en même temps, moi, je leur demande juste de ne pas nous faire croire qu'ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. C'est ça le problème, c'est qu'on nous laisse croire qu'ils ont une liberté totale, une indépendance totale, alors que c'est pas vrai. S'il y avait au moins cette reconnaissance-là de dire oui, ça, ce sont des angles morts qu'on a pour telle ou telle raison. C'est pour ça qu'à la presse, on n'a jamais fait d'enquête sur la famille Desmarais. Hein? Pour ça qu'au Journal de Montréal, on n'a jamais fait d'enquête sur la famille Péladeau. Des angles morts qu'on peut comprendre, qui s'expliquent, qui se justifient, mais arrêtez de faire croire aux gens que vous n'avez pas d'angle mort et qu'il n'y a pas de limite à votre liberté journalistique. Déjà, ça serait un geste de maturité, puis de respect de l'intelligence du public aussi. Ça, c'est quelque chose que je reproche un peu à la profession, puis qui n'est pas une vraie profession, soit dit en passant, Ouais. parce que Qu'est-ce les journalistes, que ce tu sont veux des employés. Ce sont des employés syndiqués ou pas, qui sont pognés avec le devoir de loyauté avec leur employeur en vertu du Code du travail ou de leur convention collective. Donc, ils n'ont pas l'autonomie professionnelle d'un médecin. Les artistes, ils ont toute la liberté qu'ils veulent. Les artistes, ils n'ont pas d'obligation de... Un artiste, tu as la liberté de ton courage, puis du guts que tu as. Oui. Oui. Oui, mais mais c'est le prix à payer. Moi, je le paye comme artiste, ce prix-là. Là, je la paye. La taxe de... Gars, je peux me faire critiquer la taxe de la dissidence, que j'appelle. La taxe de la dissidence, je la paye là, au quotidien. Là, je ne suis pas employé de personne, mais quand tu acceptes d'être employé de quelqu'un, donc il faut avoir l'humilité de... Mais... Moi, je ne veux pas en faire un cas, mais en 1995, j'ai écrit un livre. Un livre assez polémique qui s'appelait « Les planqués »,
où je disais que le journalisme, comme pratique, était parfois victime de certains journalistes qui travaillaient mal. Tu sais, c'est ça, Oui. moi, puis ça, il me semble que c'est factuel. Puis j'avais Mhm. des exemples, parce que j'aime pas ça, faire des livres hyper théoriques où finalement je surfe puis je donne pas d'exemple puis je me C'est ça. protège. Je pense me protéger moi avant tout. Et un des exemples concernait un journaliste du Journal de Québec où j'étais employé. Je me disais que si je donne un exemple de Radio-Canada ou de la C'est pas presse ou du crédible. Devoir, puis que je fais pas, tu sais, je regarde pas dans ma propre cour, je trouvais que ça faisait un peu facile. Tu sais. Alors, je l'ai fait. J'ai subi des sanctions. J'ai été pénalisé par mon employeur. Il l'a Ton syndicat ou ton mon employeur? employeur. Mon OK. employeur. Le syndicat ne pouvait pas faire grand-chose dans ça parce que d'abord, c'est vrai, dans la convention collective, on s'engage à pas critiquer notre employeur dans Oui. l'espace public. Que déjà, que je l'ai fait. Je suis pas mort, j'ai survécu, mais je trouvais que c'était important de le faire. Ça t'a coûté une amitié et Oui, des oui, amitiés? pas Tu sais, au vraiment. party de bureau, Pas là? vraiment. Non, non, parce que dans le syndicat, la plupart, dans la salle de presse, la plupart, t'es d'accord. Tu sais, OK. non, ce qui me coûte des amitiés, c'est plus d'être indépendant, puis de pouvoir dire que de temps en temps, un chat, c'est un chat, puis tu sais, de dire, ben oui, Radio-Canada, comme je l'ai dit dans la cible, là, dont on Oui. parlera peut-être, ben faire une contre-enquête sur une mauvaise enquête journalistique de Radio-Canada au Québec, c'est briser un tabou, là. C'est Oui. briser un tabou. Ben parlons-en. Le livre, c'est La cible. C'est un livre qui est sorti en 2023. Exactement, il y a un peu plus d'un an, oui. Et, et quand j'ai eu l'idée de peut-être faire un podcast, t'es la première personne à qui j'ai pensé à cause de ce livre-là, parce que je voyais très bien que tu faisais une enquête sur une enquête qui avait eu lieu à Radio-Canada, dont tout le monde a entendu parler, puis Ouais. que la personne ciblée par cette enquête-là, malheureusement, a mis fin à ses jours. Fait que là, il y a énorme. Tu sais, c'est pas quelque chose de joyeux, là, parce Ben qu'il y a non. une fin qui est loin de l'être. Puis ce que ça implique. Et là, je voyais que personne à Radio-Canada t'invitait pour parler du livre. Donc c'est un travail de censure de dire OK, ça va tellement loin. Puis, te connaissant, sachant toute ton éthique dans le travail, on savait que c'était pas parce que le livre était mal fait ou ton enquête était mal faite. Non, Donc, là, évidemment, là, tu es tombé dans l'angle mort de Radio-Canada. Puis, mais les autres médias en ont parlé, sauf lui. en Est-ce que c'est fait, pas un peu normal? Dans le fond, c'est pas un peu ce que tu me dis que ben, en fait, les autres médias à Montréal n'en ont pas parlé. les autres en ont pas parlé? La presse n'a pas parlé. Le Devoir n'a pas parlé. Le seul qui en a parlé, ça a été une critique très positive dans le Journal de Montréal par un ancien éditeur qui est journaliste, qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Et puis, après ça, les petits médias régionaux en ont parlé, là, les quotidiens régionaux en ont parlé, La Voix de l'Est, Le Soleil, Oui. tout ça. Ils ont fait. Mais à part de ça, il n'y en a pas eu grand-chose. Il y a eu une petite référence à ça dans une chronique dans Le Devoir par Louis Cornelier, mais moi, ce que je sais, C'est le maximum, c'est le là. maximum. Alors, Donc, c'est le maximum. c'est le maximum. Si on Alors, parle de Radio-Canada, tu as atteint le maximum, puis c'est ça le ah ouais, maximum. parce que c'est important ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'était une très mauvaise enquête qui transgressait les normes journalistiques de Radio-Canada. Je pense que j'ai fait une très bonne démonstration dans mon livre. Le livre est sorti depuis plus d'un an. Radio-Canada n'a jamais dit un mot publiquement à ce sujet-là. S'il avait été pourri le livre, je peux vous dire que je l'aurais su Ouais. assez rapidement. Alors, ça montre un peu notre problème de proximité ici au Québec, c'est-à-dire que il faut pas se cacher, il y a une grande partie de la salle de presse, du journal La Presse qui est collaborateur à Radio-Canada aussi. Tout le monde, il y a de la publicité, il y a des intérêts Ben, il y a une professionnels. entente Il y a qui n'est des, plus secrète, ouais, mais il y a eu une une entente entente longtemps, maintenant elle est plus, est plus secrète, là, mais elle n'existe plus comme telle, mais l'esprit de l'entente existe encore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a une elle est sorte, disparue quand, cette entente-là? après, c'est entre Radio-Canada et Jessica. Jessica Oui. n'existe plus. Fait que, Oui, OK. mais Donc, on dit. mais il y a OK. quand même des intérêts particuliers, Oui. des journalistes qui ont un intérêt personnel. Peut-être qu'il y a des intérêts d'entreprises qui m'échappent aussi. Il y a des intérêts commerciaux. Radio-Canada annonce dans ces médias-là. Ces gens-là se connaissent. Donc, il y a quand même des affinités électives, comme on dit, là, pour prendre un terme un peu plus sociologique. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommageable dans ça, c'est qu'il y a quand même un homme qui est mort. Un pédiatre dont le métier, c'était de sauver des enfants qui étaient potentiellement victimes d'abus de la part d'adultes. C'est grave. Puis, pour un reportage
où on lui attribuait des torts qu'il n'avait pas. Donc, je ne ferai pas tout le débat sur le reportage, mais c'est la réception du livre sur quoi je vais insister ici. Je pensais, moi, que Radio-Canada, comme société d'État, redevable à tout le monde, aurait dû faire le travail que j'ai fait quand ce médecin-là s'est suicidé. Ils avaient tout en main pour faire le travail que j'ai fait. Ils auraient dû le faire. Dire, écoutez, je pense qu'il y a une bavure, là. Je pense qu'on va faire un audit, puis on va regarder où on a merdé, entre guillemets, pour plus que ça recommence. Hein? Le but, c'est pas de dire de sanctionner nécessairement puis de flageller la journaliste. C'est de dire, un petit peu comme les compagnies d'aviation. OK, l'avion s'est écrasé, ou les médecins dans les salles d'opération, il y a eu une erreur médicale, on va faire l'enquête pour plus que ça se reproduise. Mais là, dans ce cas-ci, ils ont fermé le cocon, puis je sais qu'ils sont intervenus auprès d'autres médias pour pas qu'ils en parlent aussi. Je trouve que ça manque de responsabilité de la part d'une société d'État. Et je pense que ça nuit beaucoup à des gens comme Poilievre qui veulent définancer CBC, tout ça. C'est ça. Ils alimentent inutilement la méfiance de gens qui leur sont hostiles plutôt que... Ça donne des munitions à du monde qui peuvent potentiellement couper d'un budget de Radio-Canada, malheureusement. Puis je dois le dire, c'est pas ça que je souhaite. Là. Moi non plus. C'est pas ça que je souhaite. Moi, je souhaite que... Moi, c'est la vérité. Je souhaite que du monde travaille pour la vérité. Je souhaite pas que du monde perde leur budget. Mais parce qu'après ça, tu peux plus rien faire. Tu peux pas t'améliorer quand tout le monde est à la porte. Puis moi, j'ai l'impression que, tu sais, on discute, tu suis les médias. Il y a, à travers notre conversation, au moins 3-4 exemples de la réaction première de quand il y a une erreur que les médias... Ils connaissent le pouvoir d'en parler ou de pas en parler et ils ont deux pouvoirs. Parler d'une information, puis volontairement ne pas parler d'une information. Ouais, donc, il y a deux choses. Il faut que tu devines quand tu lis le journal ce dont on parle et ce dont on n'aura pas parlé. C'est ce qu'on appelle l'analyse critique des médias. Je veux juste revenir sur mon... Mais ce que je veux... mon seul point, il n'est pas très long, c'est de dire... Ce choix-là de jamais parler de sa bévue ne fait pas en sorte visiblement que les gens ont plus confiance dans les médias parce que ce que je semble lire, c'est que la confiance dans les médias descend, est en chute. Pas libre, mais elle descend. Il y en a qui disent qu'elle ne descend pas, mais j'observe autour de moi, qu'elle descend. Moi, les enquêtes le montrent. Je n'ai fait encore une, il y a un an, un peu plus, presque 2 ans maintenant. La constante, c'est une diminution de la confiance. Mais il faut dire aussi que les médias sont une institution, au même titre qu'il y a d'autres institutions comme l'armée, la police, les universités, la science, où il y a un déclin de la confiance aussi. La différence, c'est que le fonds de commerce d'un média, c'est la confiance. C'est la recherche de la vérité. C'est son service de l'intérêt public. Et je voulais juste mentionner, tout à l'heure, je parlais d'Albert Camus, dont le grand amour de la vérité était très important, et qui en même temps était un critique féroce d'une certaine presse, qui était vénale pour lui, qui était corrompu, surtout dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, ou qui était très pudique, ou qui s'auto-censurait. Donc, on peut très bien c'est mon cas, aimer le journalisme, aimer la vérité, puis avoir un regard critique sur le journalisme. Dans le but, c'est pas de l'éliminer, c'est arrangez-vous donc, aidez-nous à vous aider. Il y a des gens Comment qu'on fait pour que ça soit meilleur? C'est ça. Il y a des gens qui jamais vont vous croire. Il y a 15-20% de la population qui vont toujours se méfier. Tant que ça? Oui, des enquêtes montrent ça. 15-20%. C'est quoi les enquêtes? Même, il y a des enquêtes même des années 80, les enquêtes montraient que le maximum de confiance, c'est 80. oui, c'est déjà beaucoup. Puis un média, comme la télévision, c'est un média qui est plus crédible que la presse écrite et que la radio. Ça, on le voit, les enquêtes. Là, la télévision est plus crédible. Oui, à cause de l'image, le côté émotif, tout ça. Je l'ai vu, donc c'est vrai. Alors qu'un cadrage, vous savez, cadrer, c'est choisir aussi. Hein, donc, les enquêtes le montrent. Donc, oui, la confiance est en baisse. Et là, on est autour de 40%, 42%. Là, je dis, quand est-ce que ça va arrêter, d'une part? Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter? Y a-tu un 20% qui vont y croire, peu importe? Peut-être. Oui. Arrêtez de nous dire que vous êtes bon, de faire votre autopromotion, parce que les gens vous croient de moins en moins. C'est bien beau de dire vous êtes bon, vous êtes beau. Ça ne marche pas toujours. Prouvez-le à la place. Hein? C'est comme l'amour. Un de mes collègues disait, l'amour, ça n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Alors, c'est la même chose aussi un peu. La confiance, ça demande des preuves, au quotidien. Et puis, dernière chose, les médias, aujourd'hui, vivent de plus en plus au crochet de l'État.
Alors, la question de la légitimité de cette aide publique-là va se poser, elle se pose déjà. Pendant 100 ans, les propriétaires de journaux, de radio, télévision privée disaient à l'État, mêlez-vous pas de ça, parce que si vous vous mêlez de nos affaires, vous allez nuire à notre liberté de presse. Là, depuis 10 ans, ils disent, aidez-nous, venez vous mêler de nos affaires. Mais ça ne va pas nuire à notre liberté de presse. Là, écoutez, il y a Mais pendant sans financer, tu peux financer directement un journal, puis Oui, c'est bizarre, mais puis on l'a vu pendant la COVID, c'est que le gouvernement a ouvert les valves pour mettre de la pub, oui, c'est-à-dire subventionner indirectement tous les médias en leur donnant, en leur achetant de l'espace publicitaire. oui. Comment qu'on explique ça aux gens, ce phénomène-là? Parce que on, c'est quelque chose qui a nuit énormément dans le débat, parce que c'est un des sujets que je veux qu'on parle aujourd'hui, c'est le débat Québec-Montréal. Tu sais, il y a Oui, un axe franco-anglo au Québec, mais il y a un gros axe quand il est question des médias, Québec-Montréal. oui. Québec a cristallisé une vision, puis ils n'ont pas 100% tort dans leurs arguments, là, ou dans leur... Tu sais, ils peuvent pas avoir 100% tort. Tout à Puis, fait. fait que là, il y a quelque chose, Québec-Montréal, puis quand Québec parle des médias, principalement montréalais, pendant la COVID, puis, et donc avant la COVID sûrement aussi, cette question-là de hey gars, on va vous domper tellement de commandites non Oui. nécessaires, parce que moi, j'ai pas élu le gouvernement pour qu'il achète pour 14 millions de pubs Non, je sais mais pas, moi, c'était une période de crise. En crise, il fallait informer les gens, puis je pense que c'est important qu'il y ait de la Ouais, mais non, publicité. mais tu sais, l'achat de pub, tout ça, là, puis Oui, des millions et des oui, oui. millions, là, tu sais, tel Ouais, ministère, tel ministère, des millions, des dizaines on de peut dire millions. que c'est des dumpings de millions de Ouais, dollars dans une industrie. Puis, veut pas, là, tu comprends qu'on va mourir si on n'a pas ça. ouais. Fait qu'après ça, tu sais, puis je comprends les gens, là, de dire ton indépendance d'esprit, C'est pendant cette période-là, tu c'est- l'évalues à combien, tu sais? c'est pour ça que les journalistes, les médias doivent sortir du vieux paradigme où ils rendaient compte de rien au public. Aucun compte. On est privé. Notre seule façon, notre seul critère, c'est est-ce qu'on a du tirage, des codes d'écoute puis de la publicité. Ouais. Maintenant, le tirage, ils n'en ont plus, des codes d'écoute, ils n'en ont moins, puis la publicité, ils n'en ont moins. Alors là, ça fait... Mais il y a Un beaucoup nouveau de... boss. Il y a un mais, nouveau boss, mais il y c'est a le beaucoup de public. gens qui vont sur leur plateforme aussi. Puis ça, c'est vrai. Il y a plus de gens que jamais qui s'informent sur les plateformes des médias. Donc, c'est vrai, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que les gens cherchent l'information. Mais Ouais. en même temps, ils ne sont pas toujours contents de ce qu'ils cherchent d'une part. Moi, ce que je veux dire, c'est puisqu'il y a de plus en plus de fonds publics attribués aux médias, puis plus que la légitimité de cette aide publique-là se pose à un moment donné, sur les médias sociaux, je vois ça régulièrement. Les journalistes sont achetés par les gouvernements qui les subventionnent. On voyait jamais ça autrefois, sauf pour Radio-Canada. Tu sais, Ouais, c'est ouais. le même argument. Puis moi, je trouve ça un petit peu populiste, Ouais, puis c'était facile parce que c'est démagogique, là, mais c'est ça le problème, c'est que Radio-Canada, c'est une gang de c'est souverainistes. ça, Le c'est ça. lendemain, c'est une gang de fédéralistes. Fait que, tu sais, à un Alors qu'on moment n'a pas de donné, preuve de il faut rien. pas tomber dans Non, ce que je lis ou ce que les chroniques que je lis, ça fait pas mon affaire, donc c'est exactement. mauvais. Non, C'est pas non, de c'est ça pas qu'on ça. parle. Non, non. On parle de... il faut que le gouvernement soit très transparent de dire, oui, on aide les médias, puis il faudrait que le gouvernement soit très transparent de l'argent de publicité qu'il achète dans les médias Ouais. parce que c'est une Ben, subvention. Encore une fois, je le redis, j'ai pas élu un gouvernement pour qu'il achète de la pub. quelqu'un qui est bien fâché, il va y aller par la loi d'accès à l'information, il va savoir. Moi, je pense que les médias devraient faire acte de modestie puis être plus transparents, plus imputables. Chaque année, faire un genre de compte-rendu, là, tu sais, un Oui. audit, là, puis dire voici cette année, surtout les médias qui vivent de l'aide publique, là, ils vivent quasiment tous de l'aide publique en bonne partie. Voici l'argent qu'on a reçu du gouvernement. Voici quelle utilisation on en a fait, tout ça. C'est quelque chose de plus ventilé. Le Devoir fait un exercice assez exhaustif là-dessus, il faut le donner, mais il a toujours fait ça parce que c'est le modèle coopératif, ça a toujours été de même. Mais les autres ne le font pas. Je pense qu'il y a une question de transparence puis d'imputabilité à ce sujet-là, comme le font plein d'OSBNL qui reçoivent de l'argent pour faire tout ça en intervention sur Ouais. la rue, puis si ça, on peut aller chercher leur utilisation des fonds publics. Deuxièmement, dans un média comme la presse, ou on peut dire le Journal de Montréal ou le Devoir, il y a différentes formes de journalisme. Il y a des journalismes ou des journalistes qui font de l'information dont on a besoin.
démocratiquement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'argument derrière l'aide publique, c'est Oui, l'importance de l'information pour la démocratie. Puis ça, je suis tout à fait d'accord. c'est Justement, l'argument numéro un. justement, au nom de cet argument-là, on dit on a besoin d'aide publique. Fair. Est-ce que je dois subventionner, est-ce que nos aides publiques doivent subventionner aussi toutes vos chroniques d'opinion? Oh, bonne question. Est-ce que ça doit subventionner de façon indirecte ou indirecte? Catherine Dorion de Québec solidaire, c'est ça qu'elle disait. Là. À un moment donné, elle a dit faut subventionner les Ben, chroniqueurs. il faut, Puis les chroniqueurs ont fait hey, attends une minute, on fait œuvre utile, on a une liberté, puis tout ouais. ça. Est-ce qu'il faut subventionner Ben oui. indirectement ou directement ceux qui couvrent le sport professionnel? Ah, ceux qui couvrent le spectacle, ceux qui couvrent la mode, Oui. ceux qui couvrent les automobiles, la technologie. Alors, la question de l'importance démocratique d'une information se pose. Moi, je pense que toutes les formes d'information ne sont pas sur le même pied si on prend comme critère déterminant leur, leur taux d'indice de leur octane démocratique, un peu comme dans Ben, l'essence. tout le là. monde en parle. 3 semaines avant les fêtes, il y avait un journaliste qui a été menacé de mort par des gangs de Oui. rue. On apprenait, je me rappelle plus son nom. Fait que là, on apprenait que ce que je trouvais, il y avait deux choses qui... Un, c'est inquiétant de savoir fait. que des gangs de rue se sentent assez lousses dans la ville de Montréal, assez peu surveillés, puis assez lousses, puis assez ne sentent pas la pression policière qui peuvent dire hey, tiens, on va régler le cas à un Ouais. journaliste. Mais la deuxième chose qui m'a inquiété, c'est d'apprendre qu'il y avait seulement un journaliste dans la ville importante de Montréal, qui est la ville où il y a le plus de criminels au Québec, qu'il y avait un seul journaliste qui était sur le beat de suivre ce dossier-là assidûment. Fait que tu viens de répondre à ma... Tu sais, tu soulèves le point. Une personne surveille le crime organisé dans tout Montréal, puis il y a 25 gars qui suivent le Canadien de Montréal. Alors, puis, il y a plusieurs années, Influence Communication faisait palmarès des sujets qui avaient le plus de poids médiatique. Il faisait ça avec des ordinateurs, bien sûr, puis on voyait très bien que, par exemple, l'éducation, ça accaparait moins de 1% de la couverture médiatique. Ce qui venait en priorité, c'était la météo, la cuisine, le sport. L'actualité politique municipale, il servait assez haut, mais la science, l'éducation, tout ça, ça arrivait loin. C'était Donc, tu dis, OK, on va aider les médias à avoir un apport démocratique important. Maintenant, est-ce qu'on doit financer tout? Parce que la question se pose, les fonds publics, c'est pas quelque chose... Il faut qu'il y ait un choix dans le partage des ressources des fonds publics. Santé, sciences, éducation, plein de choses. Aide aux médias, oui, mais dans l'aide aux médias, est-ce qu'on va aider de la même façon ceux qui font de l'information, qui ont une haute valeur civique ou démocratique, et ceux qui ont une haute valeur promotionnelle? À un moment donné, est-ce que c'est justifié? Moi, je pense que cette question-là, ils ne veulent pas se la poser. La sécurité des gens, c'est un sujet. Quand j'ai fait mon spécial sur l'année 2024 et que sur 2024, que je vous souhaite j'imagine, en tout cas, que vous avez peut-être vu, Ben, il y a un gag que j'ai mis sur TikTok qui a eu 300 000 vues. Ça a été le TikTok le plus populaire de l'année pour moi, où je parlais de la situation des gangs de rue à Montréal. Et les gens ont hyper commenté, ils ont liké, là, je ne sais pas combien de 20 000 ce gag-là. Je pensais pas, tu le sais jamais, là. Sur les 25 sujets tabous que j'ai abordés dans ce show-là, ben je pensais pas que le sujet des gangs de rue, ça allait être celui qui allait faire le plus réagir sur Internet. Donc je me dis, j'ai pensé à ce journaliste-là, j'ai dit, il y en a un qui parle de... il y a d'autres qui couvrent les faits divers. Oui, mais s'il y en a un qui ne suit pas de façon assidue un dossier, tout le monde fait juste parler de ce qui est arrivé hier, puis il n'y a personne qui attache... un journaliste qui suit un sujet, c'est celui qui fait un lien entre ce qui s'est passé il y a 2 ans, puis hier, puis là, puis qui connaît tout le monde. Puis à minute, s'il n'y a personne qui suit ça, et c'est le sujet qui intéresse le plus les gens, pour avoir grandi à Laval, ça ne dit pas qui je suis, mais pendant 16 ans, personne n'a jamais parlé du maire Vaillancourt dans les médias, sinon de façon anecdotique. Le gars était accusé
de faire partie de... Il y a eu des accusations qui ont laissé tomber quand ils ont dealé vers la fin, mais il était accusé de gangstérisme, entre autres. Oui, fraude, mais gangstérisme, ça veut dire qu'il a participé au crime organisé. C'était dans les chefs d'accusation. Le maire de Laval, 16 ans, puis les médias du Québec, ils ont tout appris par surprise à la dernière minute. À quel point... Fait que ça, c'est un point, mais je pense que c'est un point, la sécurité, qui touche tous les parents. Tu as des enfants, tes enfants vont au parc. Ta première question, c'est quand ils arrivent au parc, puis je les surveille plus, y a-tu du monde qui tire pour le fun dans des parcs? En même temps, j'essaie d'être aussi correct avec les médias. Ils ne peuvent pas parler de tout le temps. Puis mais tu comprends? Ils ont des si les gens limitées. Payent, là, moi, j'aurais tendance à dire les gens payent. C'est une information que les gens aimeraient avoir de façon régulière, puis pas apprendre 15 ans après qu'il y a une situation qui s'est détériorée, mettons. Là. C'est beaucoup plus important que plein d'anecdotes qu'on voit dans les premières pages. Dans les premières pages. Plus qu'à savoir s'ils mangeaient de la salade ou de la viande. Exactement. Puis ça, il y a une question... puis ça, ils sont pognés dans une... Plus que jamais maintenant, grâce à Internet, les médias savent ce qui intéresse, ce qui attire le public, le chaland. Ils voient bien que des sujets style sac de chips là, sont bien plus porteurs que des sujets plus sérieux. Ça, ils le voient. On s'en doutait par les tirages des journaux autrefois aussi. D'ailleurs, je salue le Journal de Montréal qui a parlé plus de moi en janvier que de Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, puis je pense que j'ai battu un record, là, parce que c'est rendu mon échelon. Tu sais, c'est mon indice l'indice Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM, là, si t'as bas, là, c'est qu'on parle de toi. Ce que je veux dire, c'est que on savait depuis toujours que le Devoir, son tirage était à peu près 10 fois moins important que le Journal de Montréal. Ouais. J'exagère. Bon, on connaît les chiffres de entre 30 000 et 300 000 dans les bonnes années. Donc, il y avait déjà un jugement populaire sur ce que le public attend des médias. Fait faut être fair aussi. Les gens, le public, souvent, il n'y a pas le goût de s'informer de façon très sérieuse aussi. Et les médias sont des entreprises privées, commerciales. Donc, souvent, ils donnent un peu ce qu'ils pensent que le public demande aussi. Puis là, ils voient beaucoup en temps réel sur les plateformes. Ils voient ce qui score. Ce qui ne score pas dans la minute même. Ils mettent quelque chose en haut de page web, ça marche. Ou si ça ne marche pas, ils l'enlèvent, ils le remplacent. Il y a des algorithmes qui le font pour eux également. Donc, plus que jamais, ils voient ce qui est populaire. La question, c'est est-ce qu'on va les subventionner pour qu'ils trouvent des choses populaires ou on va les subventionner pour qu'ils trouvent des choses qui sont plus importantes, mais qui ne sont peut-être pas populaires? Mais comment t'expliques le succès des podcasts? Je parle vraiment pas de ça. Là. On commence une aventure. Là. Ben, je pense... Mais l'importance, je reviens avec l'importance du podcast dans la dernière élection américaine, là, le fait que Donald Trump soit allé pendant 3 heures. Les gens se sont fait dire pendant 12 ans, ce gars-là est un fasciste. Tu sais, je dis fasciste, moi, c'est le pire des défauts. L'autre, c'est le pire. Tu sais, tous les pires défauts. Puis le gars est allé s'asseoir. 3 heures avec Joe Rogan. Il a peut-être dit des mensonges pendant 3 heures aussi. Non, j'ai vu le podcast. Pendant 3 heures, j'ai écouté le podcast. J'ai dit, bon, enfin, c'est jamais arrivé. Je vais voir Trump jaser à bâton rompu pendant 3 heures. Puis après 3 heures, je ne sais pas ça t'a pris combien de temps tomber en amour avec ta blonde, mais en dedans de 3 heures, c'est fait à savoir si... Tu sais, des fois, là, en dedans de 3 heures, tu sais que tu as le goût de passer ta vie avec quelqu'un. Tu sais, des fois, là. Fait qu'en 3 heures, un être humain est capable de passer à travers un paquet de préjugés. Tu peux me parler dans le dos de n'importe qui. Mais si je m'en vais dans un 5 à 7 après 3 heures, si tout ce que tu m'as dit de la personne n'était pas vrai, je vais m'en rendre compte. Je vais avoir un bon feeling. J'ai pas vu cette entrevue-là. La rencontre de Trump a fait basculer énormément d'indépendants, puis énormément de jeunes gars et filles qui pensaient voter démocrate, puis qui ont fait... Ils ont tellement vu que la description des médias était exagérée de Trump par rapport à ce qu'ils ont vu pendant 3 heures, qu'ils sont arrivés à la conclusion, je pense qu'on vient de me compter des menteries, le gars n'est pas parfait, mais c'est pas le gars que tu m'as parlé dans le dos de. Fait que j'estime que tu as menti.
ils sont allés pour voter Je pour Trump. n'ai pas regardé. C'est Ça reste, extraordinaire, je te suggère. C'est une ça extraordinaire reste quand même entrevue. un criminel, un violeur, puis quelqu'un Non, qui dit, il a c'est-à-dire, été condamné. je dis pas qu'il est. Ben là, je vais t'obstiner là-dessus parce qu'il n'a pas été condamné pour viol, c'est pas vrai. Puis tout ça a été démonté par les médias américains. Fait que ça, c'est pas vrai que c'est un violeur. Puis pendant 3 heures, tu le vois parler très calmement de ça va être quoi la direction des États-Unis. Si quelqu'un veut savoir où c'est que les États-Unis... Là-dessus, par exemple, il est clair. Lui, si quelqu'un veut savoir où c'est qu'on s'en va aux États-Unis, tu écoutes le podcast de Rogan, tu vas le savoir plus que si tu regardes des petits morceaux. C'est bien possible, c'est bien possible. Je ne l'ai pas écouté, puis, mais il a quand même été condamné. D'ailleurs, il a été reconnu coupable, mais il n'y a pas eu de sentence sur l'affaire Stormy Daniels, notamment dans ces jours-ci. De financement, oui. Puis aussi pour les agressions qu'il a faites aussi sur des personnes. Mais c'est vrai que ça en est sorti. Il n'a pas été reconnu coupable au criminel, jamais. Pas au criminel. Mais aussi, donc, on ne peut pas dire que c'est un violent. On ne peut pas le dire. Puis je le défends pas comme personne. Non, c'est pas mon être humain préféré, là. Mais c'est pas mon... Mais c'est pas le gars... C'est pas le gars que j'ai vu dans les médias. Voilà. Puis l'entrevue de 3 heures, elle est formidable parce que tu vois quelqu'un d'autre, puis là, tu es obligé de dire « Ah, OK. » C'est vraiment ça. C'est comme quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un, puis à un moment donné, tu dis « Je l'ai rencontré par hasard à l'épicerie. » Puis tu dis hey, « C'est pas tout à fait la même personne. » Après ça, il faudra aller faire voir le fact-checking qui a été fait sur ce qu'il a dit, là aussi, parce que pendant 3 heures, ça peut être un exercice de séduction factice, similaire. Mais ceci étant dit. Non, mais c'était une conversation de boys. De boys, c'est ça. Mais c'était pas... On essayait... Tu découvrais que, c'est un gars qui... Ceci étant dit... C'est lui qui va piloter l'avion. Là, tu fais, OK, j'ai parlé au pilote. Oui, bien là, on se rend compte que c'est Musk le vrai pilote, là, puis peut-être on verra après ça qui va être le vrai pilote. Mais qu'on me dise que les personnes sont caricaturées par les médias, ben oui, ça c'est sûr, les médias exagèrent certains traits, puis déforment aussi. Moi, c'est sûr que le choix... l'angle qu'on privilégie puis l'importance qu'on accorde à un enjeu, c'est sûr que ça caricature ou ça fait un peu homme de paille. C'est-à-dire que c'est facile après ça attaquer quelqu'un puisqu'on l'a déjà tellement fragilisé par la caricature que nous en avons fait que c'est facile. C'est peut-être l'homme de paille, c'est facile d'attaquer, ça se défend pas. Quand tu crées une caricature, ben là, l'être humain, c'est comme ça qu'il peut être méchant envers les gens, c'est quand les gens sont devenus caricaturés. Oui, là, on peut être là méchant envers ces gens-là. Là, on le voit. Parce qu'on a l'impression d'être méchant à une image qui... ça devient un sketch. Ouais, on l'a vu dans beaucoup de choses beaucoup plus récentes chez nous, toutes les cancellations de certains artistes, quand ils ont fait une... On va prendre... bon, c'est difficile à prendre, mais Jutra, par exemple, il y avait son problème, il était pédophile, tout ça. Est-ce que pour autant, c'est un être immonde absolument? Il n'y a personne qui est absolument immonde, là, qui est absolument un monstre, qui est le mal incarné. Quand on a cette approche-là de dire le bien et le mal, puis il faut diviser la mer en deux, puis nous autres, les médias, on va voir que le mal absolu, sans nuance sur ce que les gens sont également par ailleurs, ça fait partie de la polarisation. Oui, mais c'est dur. C'est difficile à le faire, mais quand même, les gens sont jamais tout à fait... sont jamais parfaits, sont jamais dans le mal absolu ou dans la bonté absolue. Donc, je pense que c'est un peu les problèmes des médias qui, des fois, vont ériger des gens en héros, puis après ça, vont les descendre en zéro. C'est ça. Trump a été le mal absolu, et là, c'est le président des États-Unis choisi par une immense majorité d'Américains. Puis j'ai l'impression qu'au Québec, la surprise qu'on a eue, c'était un indicateur de la mauvaise qualité de l'information qu'on avait, parce qu'aux États-Unis, moi, ayant suivi l'actualité plus aux États-Unis pendant les dernières années, j'ai été zéro surpris ce soir. On va voir le même phénomène, si c'est le cas, on va le voir avec Poilievre dans les prochains mois, je crois. Oui, je pense qu'on va voir ça. On pourra tester
la réalité versus le récit Le médiatique. problème, c'est récit quand on médiatique. élit des gens, est-ce qu'on les a élus pour les bonnes raisons? Ouais, Puis là, c'est... Ça fait partie de ceci étant dit. Oui, mais je veux revenir sur l'axe Québec-Montréal avec toi, parce que ça me semble être quelque chose qui est non résolu, l'axe Québec-Montréal. Puis tu es une bonne personne pour l'observer parce que tu as passé la majorité de ta carrière à Québec, sans être de Québec, ce qui est toujours... Tu es toujours un étranger. Moi, j'ai déménagé à Québec quand j'étais jeune, puis j'ai eu un sentiment d'être un étranger... 100% accepté, pas tout le temps, parce que je venais de Laval, ce qui est weird, mais c'est pas loin de Montréal. Mais, tu sais, il y a quelque chose de... Donc, tu as travaillé à Québec, puis tu connais bien le milieu de Montréal, puis j'ai l'impression que des fois, il y a un dialogue de sourds. Tout à fait. Moi, je fais beaucoup d'efforts, puis je salue les gens qui nous regardent de Québec parce que j'ai eu beaucoup de bonnes réactions positives par rapport aux radios de Québec sur le spécial que j'ai fait dans le temps des fêtes. Puis le numéro que j'ai fait sur la COVID qui essayait de rapprocher ce qui a été... de faire le rapprochement entre les deux divisions parce qu'à un moment donné, comme adulte, il faut que tu le fasses. Là. Mais Québec-Montréal, c'est quoi la deux ou trois choses que je veux dire à ce sujet-là. Premièrement, quand je suis arrivé dans la région de Québec, je venais de la région de Montréal, et je suis arrivé dans une salle de presse au Journal de Québec où la rivalité, c'est fou ce que je veux dire, la rivalité Canadien-Montréal, Canadien-Nordique était exacerbée. Moi, j'avais jamais vu des gens dans une salle de presse, même des journalistes sportifs, être aussi, comment dire, intense, plus intense que le débat souverainiste-fédéraliste, puis haïr les gens de Montréal. Et là, je leur dis, écoutez, là, dans la région de Montréal, il y a une chicane nordique, tout ça, il y a de l'intensité, mais personne ne parle de vous. Personne passe son temps à vous haïr comme vous les haïssez. Il y avait quelque chose. Là, puis en même temps, il y a une réaction. Il y avait de la haine qui descendait le fleuve, mais elle ne remontait pas. Puis en même temps, il y a une réaction viscérale, puis qu'on peut comprendre, de gens de Québec qui se sentent regardés de haut par les gens de Montréal, qui leur disent « Votre tramway, vous allez le faire, puis votre troisième lien, vous ne l'aurez pas. » ça, il y a ça. Non, mais je comprends. C'est ça, je veux dire, ils sentent qu'il y a quelque chose de condescendant. De gens... notre transport en commun, c'est insultant. Non, mais tu sais, je dis pas qui a raison là-dedans, je veux juste dire, c'est le sentiment qu'ils ont d'une part. Troisième chose, Québec, c'est une ville conservatrice. Conservatrice, le diocèse est là, l'Église catholique est forte, francophone à 95 et plus %, catholique, entouré de territoires agricoles conservateurs. Le crédit social était assez fort dans notre binière autrefois. L'armée est là aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une forte tradition militaire à Québec. Donc, il y a beaucoup d'éléments pour rendre ça conservateur. C'est un milieu de fonction publique. C'est pas des gens qui sont à l'époque, là, maintenant ça a changé beaucoup, mais qui avaient une mentalité de gens d'affaires, de gens qui étaient dans le mode d'entrepreneurship. Il y avait ça, là. Donc, il y avait culturellement, Québec, moi, j'ai toujours analysé comme ça. Québec, c'est une ville qui a une tradition conservatrice pour toutes sortes pour ses institutions, pour sa démographie, et puis la langue aussi, ces questions-là. Puis le fait qu'ils ont été éloignés. Puis à Montréal, mais ils sont plus progressistes pour toutes sortes de raisons. Puis je dis progressistes dans le sens que peut-être, par exemple, moins religieux, moins catholique, plus de pluralité catholique, plus de pluralité religieuse, je veux dire, de pluralité linguistique, plus proche des États-Unis. Il y a une tradition, les Anglais ont quand même façonné Montréal. Je regarde aujourd'hui la chicane de Mathieu Bock-Côté avec Jeff Fillion. Bon. Tu sais, je veux dire, j'en parle au podcast là, puis je présume que ça va être encore valable lors de la diffusion du podcast. Mais, tu sais, la chicane... Mathieu Bock-Côté, Jeff Fillion aujourd'hui, c'était sur la nature du conservatisme justement de Québec. C'est que Mathieu comprend pas pourquoi Jeff trippe tellement ses Américains. Tu sais, pourquoi il y a tellement de monde à Québec qui aiment, qui ont dans leur culture, qui trippent pas ces artistes-là. Tu sais, il y a comme un entier... Il y a comme un... Je dis pas c'est tout le monde, mais il y a quelque chose, en tout cas, supposément assez fort pour que je l'identifie à Québec on n'aime pas les artistes québécois, on les trouve poches, sont subventionnés parce qu'ils sont poches, puis sont subventionnés. Je te fais une espèce de bundle d'une certaine... D'une certaine catégorie de gens à Québec. J'utilise une caricature. Oui, tout à fait. Fait que je caricature, mais
je résume. Les artistes sont Ouais. poches québécois, là. Les artistes américains, clairement, sont meilleurs. La culture américaine est meilleure. Je me sens, on devrait faire comme les Américains. Ben, c'est drôle. Et Mathieu, qui est conservateur, Ah Mathieu oui. Bock-Côté, de Lorraine, dans la rive nord de Montréal. Puis lui, il est attaché. Il n'a pas cette Non, vision-là non. anti-artistique québécoise. Puis il ne comprend pas des gens avec qui il est complètement d'accord en termes de valeurs conservatrices. Fait que là, c'est Ouais. deux types de conservateurs québécois. Le conservateur de Lorraine, Mathieu Bock-Côté, Ouais, conservateur de Québec, Jeff Fillion, fils de péquiste, mais fâché contre les péquistes, oui, puis tout à fait. et les deux s'obstinent, puis je trouve ça intéressant parce que c'est deux courants Ben, deux courants qui s'obstinent, et les deux sont détestés par tous les progressistes de Montréal. moi, je prenais même pas position là-dedans parce que Non, mais j'ai ça pas prend suivi la... position, tu vois Oui, que ben oui, c'est ça qui... Il y a c'est quelque ça, chose qui bouge, là. c'est ça une démocratie pluraliste, libérale. Même les conservateurs jouent le jeu de la démocratie libérale, c'est-à-dire qu'il y a la liberté d'expression, tout ça. Alors, et je reviens à ceux qui veulent faire un pays du Québec, puis ils chicanent gauche, droite, conservateur. Là, je dis oui, mais dans toutes les sociétés, même si tu veux, tu peux pas faire un pays à droite puis un pays à gauche. Il faut faire que tu acceptes qu'un jour, ben, si tu es à droite, tu vas avoir un gouvernement de gauche, puis si tu es à gauche, tu vas avoir un... C'est le même aux États-Unis, en France, en Angleterre, dans tous C'est les grands ça. pays. Donc, il faut s'entendre. Si tu veux faire ça, il faut que tu t'entendes. Mais Ça prend 4 pneus pour faire rouler un char, tout à là, fait. mais ça prend un Mais, volant. Tu sais, à un moment mais donné, à en tout cas. Québec, Jeff Fillion, son conservatisme est du côté des États-Unis parce que ses modèles radiophoniques sont... Tu sais, là, il y a un petit débat en ce moment, ça, le débat. C'est une anecdote quant à moi, mais en tout cas, il faut en parler, du 51e État, le Canada Oui, comme ça. Mais culturellement, le Canada est déjà un 51e État des États-Unis. oui, Hein? Tu sais, Charles Bois chantait « Vivre en ce pays », c'est comme vivre aux États-Unis depuis longtemps. Les mêmes chansons, les mêmes voitures. La culture américaine, quand j'étais plus jeune, qu'on commençait nos études, la critique était sur l'impérialisme américain. Puis pendant un bout de temps, et là, on se rend compte que oui, cet impérialisme-là américain est encore très, très présent sur le plan culturel, de la publicité, du cinéma, de la chanson, du show business, plein d'autres choses, les voitures, les oui, oui. modes. Donc, c'est drôle d'avoir cette chicane-là, Non, mais il y a une parce que fuite du culturellement... talent. Ils parlent pas de ça aux États-Unis, la fuite du talent, mais Jim, si tu es un bon humoriste, t'es Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un Canadien. Oui, ben oui, tout à Fait fait. que Jim Carrey, il est bon. Dès qu'il est bon, c'est terminé, il s'en va aux États-Unis et il ne revient jamais au Canada. Et ça, j'appelle ça une fuite de talent. Si t'es Yvon Deschamps, ben, tu restes au Québec. Ben oui. Fait qu'on a la chance de la non-mobilité. Moi, comme artiste, j'accepte que je vais travailler dans un bassin beaucoup plus petit Oui, parce que j'aime le Québec, puis c'est le choix, puis c'est le prix à payer de ne pas être un Américain. Parce que le prix à payer pour être un Américain, c'est que tout ce talent-là va aller se diluer dans un autre endroit, servir d'autres mondes. Puis il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu gagnerais peut-être 10 fois plus. » Ouais, mais voilà, ouais. j'existerais plus comme le Canada n'existe plus. Tu sais, va au Canada anglais, puis va voir un club de comédie. Les humoristes sont moins bons qu'aux États-unis Ben parce que oui. les meilleurs sont Ben aux oui, tout à États-Unis, fait. alors qu'au Québec, les Comme meilleurs sont au ici, Québec. souvent, certains vont aller aux États-Unis ou en France, parce qu'il y a une carrière à faire en France également pour C'est certains ça. artistes. Mais ils reviennent, au moins ceux qui vont en France, Ils la reviennent plupart du temps souvent. reviennent. Même Céline revient des fois, alors ça va. Mais quand même, moi, Mais je si pense ça que... vaut pour les artistes, ça vaut pour les médecins, je pense. Oui, oui. Le meilleur médecin a le choix de dire « Hey, il m'a travaillé dans le nord de l'Ontario ou m'aller à travailler à Chicago pour être payé en US. » La même Ouais, logique que les ouais, joueurs de je hockey. sais, Tu sais. tout à Fait qu'il y a fait. une fuite. Ouais. Donc, tu sais, le Mais, Canada pour toi et pour moi aussi, c'est déjà un... ah oui, à bien des égards, ils me font rire un peu avec la chicane, surtout le Canada anglais, ça les insulte. Plus, moi, je trouve qu'au Québec, on trouve ça plus anecdotique, cette question-là, pour toutes sortes de raisons culturelles et Mm. linguistiques. Mais au Canada anglais, ça les insulte parce qu'ils ont toujours voulu se distinguer des États-Unis, notamment grâce à de grandes institutions canadiennes, Oui, Radio-Canada, CBC, la santé, la péréquation, certaines valeurs, certains... Bon, ben ça, tu peux l'avoir dans le Montana aussi, hein, oui, la neige, puis tout ça, tu peux l'avoir là aussi. exact. Fait que... Mais ça fait drôle un peu ce débat-là sur 51e État, mais des gens comme Jeff Fillion, tout ça, ils ont un marché, eux autres, ici, à exploiter. Là, il faut comprendre que si demain matin, leur marché était qu'ils changent leur discours puis qu'ils s'en vont plus à gauche,
il le ferait. Moi, je ne crois pas beaucoup à la sincérité de ces gens-là. Je le dis, je le dis Mais sincèrement. je me dis, je comprends ton argument de dire je suis pas d'accord avec quelqu'un, il doit. Mais je pense que si Jeff Fillion parle, je le connais pas parce que je suis pas à Québec, mais je me dis, quand tu fais la même affaire pendant 30 ans, c'est que tu dois être habité de quelque chose Oui. qui. Tu sais, dans la constance, je suis obligé de te donner la crédibilité de ta constance. Si Jeff Fillion pense ça de même, c'est qu'il est arrivé aux conclusions, puis qu'il n'y a pas eu de contre-exemple suffisant pour changer d'idée. Mais il y a un marché Je pour dis ça à pas- Québec. Puis c'est un marché qui a été labouré, structuré par André Arthur. Il faut connaître que ces gens-là, ce sont les descendants d'André Arthur. C'est le gourou, le père fondateur de ce genre de radio-là à Québec. C'est André Arthur. Quand il essaie de venir à Montréal, André Arthur, d'aller à Montréal, ça n'a pas marché. Ça n'a pas À marché, Montréal, il y mais. avait la tradition de Francescaro, Ouais, ouais. Pierre Pasco. Il y a eu une tradition de même, mais jamais aussi loin que, parce que j'ai pu comparer, il y a Ouais. eu Oui, t'as les vécu oreilles, ça, les c'est oreilles ça? des deux côtés. Même Prou, là, qui était. Bon, il y avait Prou un peu dans ce genre-là, qui était très, très heavy, là, dans le sens. Surtout dans la crise d'Oka, si on s'en souvient bien. Mais André Arthur, c'est quelqu'un qui était terrible, là. Et puis, il était tellement intelligent, il faut le remarquer. Ce Oui. gars-là était très intelligent, très cultivé, un très bon animateur, très bon communicateur. Il avait une voix incroyable, il avait tout. Ce gars-là, il avait tout pour bien faire, puis il s'en est servi pour nuire plus que quant à moi. Là, j'étais là-bas, Oui. j'ai vu comment il a nuit puis il a causé des dommages à des êtres humains. Là. Alors, eux, ce sont les héritiers intellectuels, entre guillemets, radiophoniques de André Arthur, qui a créé un bon marché. Et moi, je suis peut-être cynique là-dessus, mais je pense que si le marché changeait, il y en a là-dedans qui changeaient leur discours. Ils s'adapteraient aux forces du marché. Moi, je fais des spectacles. Oui. Je fais des spectacles à Québec. Je fais des spectacles à Montréal. Oui. Puis, je vois pas la différence. Bon, mais tant mieux. Je C'est parce que je vois pas la différence. Je sais pas. Mais le public que tu attires à Québec, d'après moi, sur le plan démographique, il ressemble au public montréalais. Ton public conservateur, il n'est pas là à Québec. En tout cas, peut-être pas. Quoique tu l'as peut-être aussi, c'est peut-être celui que tu as à Montréal aussi. Mais, je ne sais pas. Mais c'est difficile, effectivement. J'ai l'impression de partout où je vais au Québec, je parle aux mêmes personnes. Je regarde le public. Oui, c'est pas un public différent. Les gens me posent la question parce qu'ils voient la différence entre les régions, mais moi, quand je fais mes spectacles, donc, après 30 ans, mettons, ça joue sur ma perception du Québec en général. Le monde rit fort aux mêmes gags, peu importe où je m'en vais. Mais il faut dire que le Québec, c'est un endroit aussi où il y a beaucoup de cohésion, de solidarité, ou il y a une culture commune aussi. Il ne faut pas se le cacher. Oui, donc, il y a des choses. De la ville. C'est correct, ça fait partie du profil culturel du Québec. Il y a une forte cohésion sociale. Tant mieux. On n'est pas polarisé comme ailleurs. Mais effectivement, il faut il faudra faire des études de clientèle ou de public, là. Mais peut-être qu'à Montréal, comme à Québec, au Saguenay ou dans les cantons de l'Est, il y a un public qui se ressemble sur plusieurs critères socio-économiques, qui se retrouvent en toi et qui n'iront pas voir un autre, qui ne se retrouveront pas dans un autre humoriste ou un autre artiste ou un autre écrivain. C'est ça. Mais je pense que c'est une de mes villes préférées du Québec parce que. Mais c'est une. C'est la capitale francophone en Amérique. Malheureusement, c'est plus Montréal pour moi. Là. Non, mais c'est une belle ville. Moi, c'est vrai que j'ai senti à l'époque cette fracture-là. Mais la tension était. Moi, je la trouvais le fun parce qu'elle était sportive. Oui. Tu sais, j'ai tripé ces Stachny quand j'habitais à Québec. Là, j'ai flippé nordique. C'était trop fort et trop le fun. Tout à fait. Puis c'est parce qu'à un moment donné, ça devenait tellement agressif. Puis il ne faut pas oublier aussi que des gens attribuent aux fonctionnaires de Québec en partie la défaite du référendum aussi. Parce que les fonctionnaires de Québec n'ont pas voté des francophones. Mario Dumont, il dit c'est parce qu'on n'a pas gardé les Nordiques. Oui, c'est possible. Il y en a qui disent, parce que chacun ses théories. Oui, mais ça joue là-dedans, effectivement. C'est ça. En tout cas, il y a un ressentiment puis il y a un clivage que j'ai encore de la misère à m'expliquer, puis ça reste un mystère. Mais c'est normal dans une société libérale, pluraliste, d'avoir des tensions.
L'important, c'est que ces tensions-là restent au niveau acceptable. C'est ça. C'est ça. Comme observateur, Marc-François, des médias, le nouveau média, c'est. Il y en a qui disent Elon Musk a acheté X en disant j'ai investi, puis je perds de l'argent, puis je l'assume, je veux protéger la liberté d'expression. Les médias, Facebook vient de s'excuser d'avoir collaboré avec le FBI pour avoir supprimé des posts pendant la COVID. X a collaboré avec le FBI pour supprimer des posts qui pourraient nuire aux démocrates. Bref, les médias d'information sur le web viennent d'avouer qu'ils ont fait l'erreur de collaborer avec le gouvernement américain. Là, ils reviennent, ils changent leur charte pour, en promettant plus de liberté d'expression. Reste la question des algorithmes, des chambres d'écho. C'est quoi l'avenir de la crédibilité des médias puis de l'accès au public à la vérité? Tout d'abord, les médias, on va prendre Facebook puis X comme exemple, parce que c'est le plus important. C'est drôle parce qu'ils disent on s'excuse d'avoir travaillé main dans la main avec le gouvernement, mais ils viennent de se mettre dans les mains du gouvernement. Ils font partie du gouvernement maintenant, eux autres Ah aussi. oui. Donc, moi, l'approche libertarienne, j'ai un problème avec ça parce que la plupart du temps, c'est les plus fragiles qui payent le prix. Je fais une différence entre libertaire, donc aimer la liberté, mais sans Moi, à les chaque fois excès. que tu dis ce mot-là, je vois du monde tout nu. Là. Oui, ça mais, ouais, Ça a-tu ben, rapport avec les origines? pas à ma connaissance, Ok. mais ça fait partie de la liberté d'imaginer ce qu'on À veut avec chaque- les Je suis mots. pas capable. OK. Intellectuellement, je suis pas capable de dire libertarien, je vois tout le temps du monde. C'est des soigneurs. Libertarien, C'est pas oui. des soigneurs sexuels. Non, non, c'est des. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est justement Ouais, ça. non, mais je sais bien, mais tu sais, je sais pas, Alors, c'est. libertarien puis libertaire, c'est pas la même chose. Ah Les ouais, libertaires ok. sont plus progressistes à gauche, plus anarchiques un peu, plus Faut que proches. j'arrête de Et penser à ça. libertariens, mais c'est Ouais. des gens qui veulent absolument aucune contrainte. Et la plupart du temps, la loi, elle protège le faible contre le fort, souvent. Donc, il faut avoir des lois aussi qui protègent le faible, protéger des réputations, Oui. avoir un peu d'équité, avoir de l'équité dans la société aussi. Donc, moi, je vois des gens quitter Facebook puis X en ce moment, à pleine porte. Ils s'en vont sur Blue Sky, puis Je Blue sais Sky pas va où devenir ils la s'en même. vont. Il s'en va. L'impression qu'ils s'en vont au Il y a un parc moment donné, manger il des allait- popsicles. un moment donné, il allait à Mastodon, là, ça n'a pas marché, donc ils sont C'est rendus ça. sur Blue Sky. Blue Sky va devenir la même chose, peut-être un peu moins élevé, là, mais moi, je trouve Ça a que l'air d'une c'est crèmerie. comme On dirait dire, que le ben, monde du monde va me chercher une crème glacée. c'est un peu comme dire, ben, j'irai pas à la bibliothèque municipale, Ouais, ou je vais j'entrerai aller à pas dans cette l'autre librairie-là bibliothèque. parce que dans cette librairie-là, il y a des livres de cul, puis j'aime pas ça. Oui, les tu sais. fameuses librairies au Québec qui boycottaient M. Bock-Côté, mais C'est qui ça, vendaient Mein Kampf c'est ça, d'Adolf Hitler. Ouais. tu sais, fait que moi, je pense que X, c'est vrai qu'il y a tous les Il y a défauts du tout. monde, Il y a tout. mais X, c'est un peu ce qu'on en fait aussi. Puis moi, il me sert à d'autres choses. Il me sert Oui. à dire ce que je pense parce que j'aurais pas de chronique dans un média pour dire, vous Personne savez, te chicane. vous avez, là, vous êtes planté. J'ai pas été invité à Radio-Canada pour parler du livre La Cible. Donc, j'ai pris les médias qu'il y avait devant moi, les plateformes. Puis sur Et- X, et t'as pas sur- été censuré. Ben, pas en tout, j'ai pas été censuré du tout. Un moment donné, il m'a fait pirater mon compte, j'ai dit de la chenoute, je vais pas payer pour. Ah oui? Ben oui, Ah ouais. j'ai ouvert un autre compte. J'ai été piraté, mais ça venait pas d'ici, ça venait au bout de la planète, là. Ça, c'était pas X, ça. Mais je suis sensible à la quête de liberté, d'expression, mais en même temps, moi, je suis plus dans l'éthique de la responsabilité. Donc, dans le respect des lois, d'une part, ça c'est sûr, de nos lois qui protègent les réputations des individus, la vie privée aussi. C'est important, la vie privée, tout ça, c'est lié à la dignité humaine. Si ton approche de la liberté fait fi de la liberté, de la dignité humaine, ben c'est le free for all. Là, ça, on va revenir à la loi du plus fort, puis on va sortir les guns. Puis c'est pas le genre de société que je veux. Alors, il faut faire attention à ça. Et en ce moment, je m'inquiète, moi aussi, des dérives de Facebook, de X, tout ça. Je m'inquiète des dérives des patrons de ça. Est-ce que tu penses que les algorithmes devraient. Est-ce que le gouvernement, parce que c'est pas idéal, mais qui d'autre? La police, je sais pas. qui serait le contre-pouvoir des Facebook et des X de ce monde pour s'assurer que justement derrière leur interface, on ne nous cache pas d'autres Ouais. affaires? Moi, je pense que à un moment donné, il faut faire confiance aux législateurs. Même avec toutes les réserves que j'ai pour le CRTC, là, à un moment donné, ça devrait être son métier, son job, sa responsabilité. C'est drôle parce que là, 10-15 ans,
moi, je disais déjà, il va falloir qu'on contrôle ça un peu. Puis il y avait des gens qui disaient, non, non, la neutralité du net, il ne faut pas s'en occuper, puis il faut laisser ça Oui, oui, tel je me quel, tout rappelle. ça. Oui, Puis j'ai ces gens-là, tendance à être. ces Oui. gens-là aujourd'hui écrivent beaucoup, il faudrait réguler, il faudrait réguler, il faudrait réguler. Je pense que ça prend, dans une société, ça prend un minimum de régulation pour qu'il y ait une coexistence le plus pacifique possible. Sinon, encore une fois, ça va être les plus forts qui vont partir vont partir avec la poche, qui vont partir avec l'argent. Et ça nuit objectivement à d'autres paroles. C'est vrai que nos médias traditionnels en arrachent, il ne faut pas le nier. C'est pour ça que les aides publiques sont là, mais en même temps, c'est vrai que les grandes compagnies, les grandes corporations ont des responsabilités. Puis X, Facebook, TikTok, si on en parle encore, ces gens-là qui sont à la tête de ça, ils ont été brillants. Ils sont allés jouer sur le désir de liberté des gens, c'est correct. Mais en même temps, je pense que leur algorithme devrait avoir un certain niveau de vérification, de contrôle, pas nécessairement des fois de réguler, mais de transparence. Qu'on sache comment ça fonctionne, puis peut-être qu'après ça, on peut avoir des stratégies pour échapper à leur algorithme. Voilà. Ou bien, on sort de ces plateformes-là, on s'en Oh, fait une nouvelle, mais là, on est en train de parler ensemble, puis on est sur YouTube. c'est ça. On est sur YouTube, puis YouTube, c'est un mystère, je les salue, là, mais pourquoi telle capsule marche, Ouais. est-ce que ce podcast va être recommandé? J'ai aucune idée comment Mhm. ça marche. Je sais pas si je voudrais savoir comment ça marche, mais j'ose espérer que quand le monde aime ça, il n'y ait pas quelque chose derrière pour empêcher que le monde le voit, tu sais. Ouais. Puis je faisais référence, on en a parlé tantôt au podcast de Joe Rogan, puis de Trump. Donald Trump. Ben, justement, c'était sur Google, puis Google, pendant les premières heures que ça a été mis en onde, ils ont travaillé fort pour que même si tu Tu le voyais cherchais, pas. que tu Qu'ils ne soient pas pouvais pas le référencés, trouver. qu'ils soient pas Tu vas pas le référencés. trouver, ouais, c'est ça. Finalement, je pense qu'ils ont eu 45. C'est le podcast le plus vu dans Ouais. l'histoire, 45 millions de vues. Ben moi, Fait que, tu sais, finalement. ça fait partie de la liberté d'informer, ça. Même si on déteste, dans mon cas, je me méfie de Trump beaucoup. J'aime Oui. pas ce qu'il dit. J'aime pas ce qu'il veut faire. Je sais pas s'il va faire ce qu'il dit, mais j'aime pas Ouais, ça. il a tendance à faire ce qu'il Je dit. pense que c'est important qu'on sache. Puis Mais je pense que la rencontre, en tout cas, je t'écoute, je nous écoute, la solution à tout ça, le contre-pouvoir au contre-pouvoir du contre-pouvoir, je pense que c'est la rencontre des gens. L'isolation des gens tout seul dans ta chambre, tout seul dans ton salon, ouais, tout seul dans ta maison. C'est un danger parce que là, tu te coupes de la discussion. Ouais, puis ça fait des chambres Puis il d'écho. faut qu'on se rencontre. Puis au Québec, je vais dire peut-être une absurdité, mais je l'ai pas, parce que je ne l'ai pas connu cette époque-là, fait que je peux dire n'importe quoi de niaiseux, mais à m'amener tout le Québec allait à l'église le dimanche. Oui. Fait que je sais pas, peut-être que c'est comme dans les films, puis le monde se regardait comment il était habillé, mais peut-être que le monde avait comme quelque chose qui ressemble à des discussions en rentrant ou en sortant de l'église qui faisait qu'une fois par semaine, tu croisais du regard tout le monde qui habitait dans ton coin, puis que ça devait peut-être apaiser ou pas. Je sais pas, je l'ai pas connu, mais moi, j'ai connu la fin de cette le fait de pas époque-là. remplacer ça me semble. Le fait que ça ne soit pas automatiquement remplacé me semble problématique. Ouais. Ben, il y a eu, entre les deux, entre le fait que le Québec défroque en masse, puis qu'il se retrouve sur des médias sociaux, il y a eu quand même des grands lieux de rassemblement qui étaient la culture québécoise. Oui, la culture québécoise. La chanson, l'humour, la chanson. Mais la chanson, le cinéma plus un que peu. La chanson. Le monde chante la même chanson, c'est tout à fait. plus. Il y a eu, puis il y avait la publicité à l'époque qui venait pas de Toronto, venait plus de Toronto, on est retourné à Toronto. Puis nous rassemblait et nous ressemblait aussi. Mais moi, j'ai connu la fin des églises. J'étais tout jeune, mais j'ai vu se vider. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de ce que les sociologues disent du ritualisme. Les gens y allaient pour y aller, pour que les autres les voient y aller. Parce que c'était mal vu de ne pas y être. Oui, je sais. Puis à un moment donné, ça a tombé, cette chose-là. Tu peux y aller pour des fausses bonnes raisons. Les tabous sont tombés. Mais tu te rends compte que ce que tu as perdu, c'était de croiser du monde. Oui. Tout à fait. Puis, je dis pas de revenir dans les églises. Je dis, c'est le fun de revenir, que ce soit dans l'église, au parc, à la salle de spectacle, mais tout à fait. Du monde. Tout à fait. Qui se rencontre. Oh, ça me semble être la solution à un paquet de réponses à l'extrémisme, de l'isolation puis des médias. Ben, c'est la vie en société qui veut ça aussi. Puis une des choses qu'on peut déplorer, c'est
l'hyper-individualisme auquel on assiste, là, notamment tous les débats identitaires, de personnes, là, tu sais, selon la couleur, selon ci, selon, tu sais, Ouais. ça, là, c'est de l'hyper-individualisme qui fait le plaisir des néolibéraux. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit, les néolibéraux? Hein? Madame Thatcher, la société, ça n'existe pas. Il n'existe que des individus. Donc, quand tu es dans cette mentalité-là que toi, tu es le centre du monde de tout le monde et que ton identité doit s'imposer aux autres, ben, on est dans un petit peu dans rupture de lien social aussi, où finalement, tout le monde va affirmer son individualité sans accepter un petit peu les contraintes de la vie sociale aussi. Est-ce qu'on va avoir tel ou tel rassemblement? Est-ce qu'on peut avoir des toilettes pareilles ou pas? Tu sais, il y a des choses, c'est banal souvent, mais ça prend tellement d'importance qu'on se dit, il doit y avoir d'autres raisons, il doit y avoir d'autres choses derrière ces grands débats-là, parce que les gens, des fois, ils font ça avec tellement d'émotion, puis on dirait que ça les attaque dans leur tréfonds, là. Et je Le pense que... Québec a été bouleversé par des toilettes, des discussions de toilettes, Ouais, là, ouais, tout à comme fait. jamais j'aurais pensé que si tu m'avais dit, là, si tu avais dit à René Lévesque là, en 76, c'est le fun que tu parles, petit poil, mais check bien ça en 2024, ça va jaser de toilettes. Là. Ouais. Il Puis là, aurait on fait, dit, dans les avions, on n'a pas ce problème-là. Dans les autobus, on n'a pas ce problème-là. non, Il y a plein... Dans les trains, on n'a pas ce problème-là. non, mais soudainement, les écoles, oui. C'est devenu un grand problème. Marc-François Bernier, merci énormément de ta générosité. Tu sais que je te dois beaucoup. C'est un podcast qui a suscité énorme. Je pense que, en tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent ont vu mon désir de faire mieux puis de segmenter nos affaires parce que c'est intéressant les podcasts que tu puisses les regarder après ça en regardant certains segments. Des fois, tu ne peux pas le regarder dans son entièreté. Des fois, tu regardes des segments, tu peux revenir sur certains segments. Puis je pense que certains segments qu'on a abordés aujourd'hui pourraient devenir... On pourrait faire un podcast dédié à ces segments-là. Fait que je prends vos commentaires sur YouTube. Là, c'est le fun, la section des commentaires. Fait que je prends vos commentaires. Puis s'il y a des segments que vous considérez que ça mériterait un podcast, on en fera un autre sur ces segments-là qui peuvent être après ça subdivisés en... C'est très intéressant parce qu'on les aime, nos médias, on aime les journalistes, on aime la vérité, fait que, puis on aime ça réfléchir avec des vrais faits. Et puis, je voulais juste mentionner, d'abord, je remercie de l'invitation. Puis, ça manque ces places-là pour discuter des médias au Québec de façon indépendante, sans complaisance, sans hostilité, sans plugger nécessairement une émission, une vedette ou ci ou ça. Et il faut dire que Martin Petit, son show, je l'ai vu dernièrement. Ouais, j'ai entendu parler, moi aussi. C'est pas pire, mais on n'est pas là pour ça. Non, mais je comprends, il n'y a pas beaucoup de plateformes pour parler. Ouais. J'essaie d'en parler avec respect, puis avec sérieux, puis sans exagérer. Mais j'ai un point de vue critique. Puis mon point de vue critique sur les médias est basé sur leur propre engagement. Ils disent qu'ils vont faire ABC. Je sens l'amour du métier. Je te sens guidé par l'amour de ton métier et l'amour du travail bien fait. Fait qu'il n'y a pas de honte à ça. Ah non, puis il faut le dire. Puis moi, je pense que un de mes collègues, autrefois, m'avait dit, les gens nous détestent déjà pour des bonnes raisons. Il ne faut pas leur donner des... Non, les gens nous détestent déjà pour des mauvaises raisons. Il ne faut pas leur donner des bonnes raisons de nous détester. Puis j'ai retenu cette phrase-là parce que j'ai dit, il avait raison. Ouais, je lui ai dit à l'époque. Kurt Cobain, lui, a dit, j'aime mieux me faire... Là, je vais être poche. Non, j'aime mieux me faire aimer pour ce que je suis. J'aime mieux me faire détester pour ce que je suis que me faire aimer pour quelqu'un que je ne suis pas. Parce que c'est vrai que c'est épouvantable de te faire aimer par un personnage que tu crées. J'aime mieux me faire haïr pour ce que je suis. Fait que je sais pas si ces deux phrases-là cohabitent dans le même univers. Merci beaucoup, Marc-François Bernier. Merci de l'invitation. Merci. Puis je rappelle qu'il y a des livres très pertinents. Le 5e pouvoir, j'ai lu ça en fin de semaine. J'ai adoré. C'est très intéressant. Ça parle de votre responsabilité dans les commentaires, puis dans toutes nos actions sur le web, dans les médias. Et le livre La cible que je recommande, parce que c'est très intéressant de revenir sur les conséquences d'une histoire, mais c'est une lecture sur une histoire qui finit mal. C'est une tragédie, C'est une tragédie, puis voilà, mais
je le mentionne, c'est un livre qui a le mérite d'exister. Puis voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Marc-François Bernier, qui est à la retraite, mais qui visiblement continue de travailler pour nous. Fait que merci énormément. Merci. Au revoir.